Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang présenté par la belle gang de Bélanger Électrique. Encore une fois, si vous êtes à la recherche d'un électricien, que ce soit pour des petits travaux ou des gros travaux, chez vous, dans votre commerce, dans votre industrie, faites confiance à la belle équipe de Bélanger Électrique. Merci de soutenir Mo pis sa gang. Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Mo pis sa gang. Super content de vous retrouver. Puis encore une fois, je vous invite, si vous aimez le podcast, à laisser des commentaires, à laisser des étoiles, à le partager évidemment. Mais tout ça fait en sorte que l'algorithme des réseaux sociaux dont on va parler va propulser cet épisode-là et le podcast en général un petit peu plus loin et va nous permettre d'avoir plus de visibilité. Puis c'est tout ce que je vous demande. Le podcast est gratuit, alors c'est le petit effort de guerre que je vous demande. Mon invité aujourd'hui, probablement l'un de ceux dont vous m'avez le plus parlé, celui que vous m'avez peut-être le plus demandé. Joe le prof est avec nous autres. Salut Mo, pour vrai, c'est toute qu'une introduction de me faire dire que je suis demandé comme ça. Moi, je m'en rends pas compte de ça quand je suis chez nous, à quel point tout le monde me reconnaît. Mais moi, dans ma tête, je suis dans mon salon, je fais mes petites choses tranquilles, puis on dirait que je comprends toujours pas la portée de ce que je fais. Fait que quand les gens me disent « Hey, j'ai quelqu'un, exemple, à Québec qui te suit puis qui te connaît », puis même si je le sais, je vois les chiffres, je sais que je suis suivi, mais on dirait que ça compute pas encore que ça peut être aussi justement large comme éventail. Fait que de me faire dire justement que les gens me demandent, je suis comme pourquoi? Je comprends pas un peu, là. Écoute, quand j'ai fait un appel à une liste d'invités, ton nom revenait tellement souvent. Là. Tant mieux, c'est cool, c'est très très cool, mais on dirait que je suis pas capable encore. J'ai un petit syndrome d'imposteur des fois. C'est vrai? Dans tout ça, ouais. Même si ça fait quand même 8 ans que je fais ça, on dirait que je suis comme... Ben, c'est parce que j'ai l'impression que toi, t'as pas couru après ça. Fait que c'est peut-être pour ça. Là, aujourd'hui, on te reçoit parce que tu vas nous parler de ton livre qui sort. Mais avant toute chose, là, je veux qu'on apprenne à découvrir le gars. T'as quel âge, Joe? J'ai 42 ans. Je t'appelle Joe? Ben, c'est parfait. Jonathan, Joe? Joe le prof. On dit-tu ton vrai nom? Ou C'est très rare. Même mes élèves m'appellent Joe. Ils m'appellent pas monsieur, ils m'appellent Joe. Puis c'est parfait comme ça. Ça a toujours été, ça a toujours resté. Moi, j'ai toujours dit Jonathan, c'est long à dire. Joe, c'est plus simple, c'est plus court. Fait que tes élèves t'appellent Joe aussi? Ouais, ça fait pas très professionnel. Mais t'es un prof cool. J'ai essayé d'être le prof que je voulais quand on avait cet âge-là, justement. Je me disais, tu sais, si j'avais 17 ans, j'étais assis dans le fond d'une classe, puis que j'écoutais le prof que je suis, j'aimerais tout ça, écouter justement ce prof-là. Puis c'est toujours été mon idée depuis le début de le rendre le plus justement divertissant et intéressant possible pour que le petit Joe intérieur se dise « Ah, OK, c'est cool, j'aimerais ça être dans ta classe aujourd'hui. » Fait que ça a été mon motto depuis le début. OK. Écoute, t'es un gars de quel endroit, toi? Je viens de Lebel-sur-Quévillon, pour ceux qui sont connaisseurs de la région. Je suis né là-bas. Je suis parti à 17 ans pour les études. Je suis allé au cégep de Rouen, puis je suis jamais reparti par la suite. J'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise, puis je travaille, dans le fond, à l'école d'Iberville à Rouen depuis 17 ans. OK, parfait. Parle-moi de ton enfance à Lebel-sur-Quévillon. C'était tranquille, en maudit. J'ai trouvé ça dur, quand même, être à Lebel-sur-Quévillon. C'était le fun, ça avait certains bons côtés, mais les petits milieux ont souvent beaucoup de problématiques. Tu sais, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de problématiques de consommation, beaucoup de problématiques de violence. Donc, j'ai eu des bons et des mauvais moments, mais je pense que le Joe que tu as en avant de toi, il s'est vraiment découvert rendu au cégep. Tu sais, quand je suis parti de Lebel-sur-Quévillon, je suis arrivé en appartement à Rouen. Tu sais, c'est vraiment là où je me suis épanoui, je me suis découvert aussi, puis j'ai été capable de me comprendre un peu plus. Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est que du positif qui se passe, mais j'ai un souvenir mitigé. Je suis très fier de venir de Lebel-sur-Quévillon, mais j'ai beaucoup de mauvais souvenirs aussi qui sont attachés à tout ça. Tu sais. Par exemple? Ben, c'est sûr que d'avoir justement des petits milieux avec pas beaucoup de monde, ça limite le nombre d'amis. Souvent, tes fréquentations sont peut-être pas les meilleures. Fait que j'ai fait peut-être plus de niaiseries que j'en aurais fait si j'avais été dans un plus gros milieu avec un plus grand cercle social, avec plus d'amis. Donc, c'est sûr qu'avec du recul, je me dis, ça aurait pu être différent, mais ça aurait pu être pire aussi. Je me dis toujours que ça aurait pu être pire. J'ai des amis qui ont vraiment mal viré, fait que je me dis, je suis pas si pire que ça, finalement. T'as-tu fait des expériences? T'as-tu essayé? T'as-tu touché à certaines affaires? Ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi, puis je me suis dit, probablement, je l'aurais pas fait si j'étais ailleurs. T'sais, avec du recul, je me dis, c'était probablement parce que le milieu le prêtait pour ça, l'influence des gens le prêtait pour ça, mais que j'ai probablement plus fait pour suivre comme la majorité des gens. Puis aujourd'hui, je me dis, je suis pas fâché, je suis pas déçu, j'ai pas honte de dire non plus que je l'ai fait, mais ça t'a recommencé, je pense pas que je le ferais. Mais en même temps, ça te permet peut-être de comprendre les jeunes avec qui tu travailles, justement. Exactement, parce que je pense, sans prétention, avoir un super bon lien avec les jeunes, parce que justement, on dirait qu'ils s'identifient plus facilement à moi. Quand ils me voient, oui, ils voient un prof, mais j'ai l'impression qu'ils voient aussi comme une figure sur laquelle ils peuvent peut-être se référer pour
devenir plus grand, je peux avoir l'air de ça. Je peux avoir l'air d'un gars qui a des tatous, qui est en forme, qui fait des trucs un peu plus, je veux dire, flyés, puis je serais pas une mauvaise personne pour autant. Donc, j'essaie de dégager justement ce côté-là, que tu n'as pas besoin d'être dans un moule puis d'être super drabe. Si tu es toi-même puis que tu es bien dans ce que tu fais, ça va aller numéro 1 par la suite. Okay. Tu déménages... T'as-tu dit pour les études ou tu déménages à Rouen? Oui, je déménage à Rouen pour les études. Dans le fond, je me suis inscrit au cégep comme c'était pas mon premier choix. Là, c'était mon dernier même. J'avais fait plusieurs autres tentatives ailleurs. Puis c'est les sciences humaines Podmas de Rouen qui m'ont accepté finalement. Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je voulais être animateur de radio. Moi, j'aurais aimé ça être à ta place vrai? présentement. Ouais, vrai? moi, c'était ça mon rêve. J'aime beaucoup la musique. Je suis un fan de musique. Puis je me disais, j'aimerais ça être assis derrière un micro puis faire de la radio ou animer à la télé, faire des bulletins de nouvelles. Moi, je me voyais faire le Pierre Bruno version jeune, cool. Puis j'ai essayé de faire le cours d'ATM à Jonquière, le cours d'art et technologie des médias. Puis j'ai été refusé à cause que ma cote n'était pas assez élevée, principalement à cause de mon français écrit, ce qui est ironique quand tu considères que je suis prof aujourd'hui. Mais à l'époque, je l'avais trouvé ça vraiment, vraiment dur. Ouais. Puis j'avais pas de plan B. C'est tough le nom, hein? C'est très, très tough. Ça a été ma première grosse, je vais dire, déception, puis mon premier gros mur que j'ai frappé parce que j'avais pas de plan B. Moi, c'était all-in, je m'en allais faire ça. J'avais pas pensé à autre chose. Puis là, j'ai fait sciences humaines, pas de maths, parce que j'avais aucune idée quoi faire. Après mes 3 années et demie, parce que je l'ai tiré mon 2 ans sur presque 4, j'ai été travailler dans un entrepôt. Je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Puis là, je me suis dit, c'est sûr que je ferai pas ça de ma vie. Je veux pas faire de quoi de physique. Je pense que j'ai un potentiel mieux que ça. Puis j'ai ouvert le bottin de l'UQAT. J'ai regardé ce qu'il y avait. Puis la seule chose qui me tentait, c'était le bac en enseignement de l'histoire. Puis je me suis dit, je vais faire le bac en enseignement de l'histoire, mais sans enseigner. J'ai pas le goût d'être prof. J'ai pas le goût de faire cette job-là, mais j'aime l'histoire. Fait que je vais aller le faire, puis on verra ce que ça donne. Puis quand j'ai fait mon premier stage, j'ai fait « Oh, là, je viens de pogner quelque chose. » Parce que finalement, c'était pas la job de prof que j'aimais pas. C'était la façon que certains profs enseignaient que j'avais comme mauvais souvenir qui a fait que c'était pas une job pour moi. Mais je me suis dit, si je peux l'enseigner comme je veux, si je peux enseigner vraiment comme moi, j'aimerais enseigner, je sens que c'est une place où je peux avoir beaucoup de liberté puis aussi beaucoup de gratitude, parce que c'est quand même un travail à tous les jours où on travaille avec des êtres humains. Puis quand on travaille avec des humains, ben c'est des hauts, c'est des bas. Mais quand les hauts sont hauts, ça donne vraiment un méchant bon feeling. Moi, quand je vois des jeunes gradués avec tout le chemin qui a été fait, des fois, je les vois qui ont beaucoup de difficultés. Je les revois 5, 10, 15 ans plus tard, sont rendus avec des bons emplois, ils ont des familles, ils ont des enfants. Je me dis, j'ai un petit peu fait quelque chose dans ça, puis je me dis, waouh, c'est quelque chose que personne ne va pouvoir m'enlever, tu sais. Ça fait combien de temps que t'es prof? C'est ma 17e année. Déjà, on le voit un peu à La mes barbe petits commence poils à... grisonnants. Ouais, disons que mes petits avatars devraient être un peu plus mis à jour. Là. C'est moins roux que c'était dans le temps, mettons. La barbe? Mais les cheveux aussi. C'est pour Ouais, ça mais la barbe, ça fait partie du personnage? Ouais, je pense que si j'enlève la barbe, les gens me reconnaîtront plus. Puis en même temps, je me dis, j'ai commencé avec ça, j'étais un peu pogné avec. Tu l'as toujours eu? Ça fait une dizaine d'années que j'ai ça à peu près. Fait que je me dis, ouais, ça fait 8 ans que je fais Joe le prof. Fait que j'ai toujours eu une barbe. Puis il y a des gens qui m'ont demandé si j'allais le faire. Puis je me suis toujours dit, peut-être un jour, si les raisons sont bonnes, mais encore jusqu'à la date, là, j'ai pas encore eu de raison pour le faire. Peut-être un jour, mais pour l'instant, la barbe fait partie, comme tu dis, du personnage. Ça rajoute un petit kick aussi, un petit quelque chose. Ouais. Le gars que je vois devant moi, c'est-tu le gars que tes étudiants voient? T-shirt, tatou, casquette. À part la casquette, c'est la piercing. même chose. Il n'y a aucun changement dans ce que tu vois. Il y a peut-être le ton qui va être un peu différent. Puis même à ça, je suis assez, je veux dire, familier avec les jeunes. Je suis pas quelqu'un qui se prend pour un autre non plus. Puis ça, c'est un des gros enjeux quand tu es prof. Il y en a beaucoup qui pensent que pour être prof, il faut que tu sois vraiment plus strict, avec une grosse distance, que tu sois un peu plus détaché. Puis moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est d'avoir une façon de rapprocher les jeunes pour qu'ils sentent justement que tu les comprends. Puis c'est beaucoup plus facile de faire des liens. Donc, je leur parle comme ils veulent se faire parler. Je n'irai pas me prendre pour quelqu'un d'autre parce qu'ils vont le sentir tout de suite. Puis le premier problème avec les jeunes, c'est ça. Dès qu'ils sentent une ouverture parce que tu n'es pas solide sur tes patins, ils vont rentrer dedans. Donc, si tu es naturel comme tu es dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile de te déstabiliser. Puis ça m'en prend beaucoup pour être déstabilisé avec le temps. J'ai l'impression que oui. Te souviens-tu de ta première année de prof, puis m'aller plus loin encore, ton premier jour de prof? Je me souviens de mon premier stage comme prof parce que je suis allé le faire à la Belle-sur-Quévillon, justement,
avec mes anciens profs du secondaire. C'était-tu à ta demande ou c'est le hasard qui t'a amené là? C'était parce qu'il n'y avait pas beaucoup de places de disponibles ailleurs. T'sais, à Rouyn-Noranda, comme l'université est à côté des écoles secondaires, c'était tout le temps super contingenté. Donc, ils m'ont dit, retourne dans ton milieu pour aller faire ton premier stage. Puis, c'est quand même 3 heures de route de Rouyn. Donc, à chaque fin de semaine, je faisais l'aller-retour à Lebel-sur-Quévillon pour aller faire une journée de stage. Puis, je me rappelle, le premier jour, j'écoutais de la musique dans le parking, puis je voulais pas rentrer. J'avais peur de rencontrer ces gens-là que j'avais connus en tant que prof. Je me disais, j'ai pas d'affaires ici. C'est là que mon syndrome d'imposteur a commencé. C'est pas ma place, j'ai pas d'affaires là. Puis au contraire, ils ont été super gentils, super accueillants. Puis quand j'ai donné mon premier cours, ma demi-sœur était dans la classe en secondaire 1. Puis là, j'ai eu la chance de donner un cours dans ma vie. Puis on dirait que c'est là où j'ai compris, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose de le fun. Puis ça a commencé vraiment de cette façon-là, d'avoir justement ce premier cours-là, ce premier stage-là, dans mon ancienne école, avec mon ancienne prof. On dirait que ça a comme bouclé, je vais dire, le côté plus négatif que je te disais tantôt. C'est un peu réconforté qu'il n'y avait pas que du négatif. Je voyais beaucoup le négatif quand j'étais là-bas, mais que si on regarde avec un peu de recul, c'était pas si pire que ça, qu'il y avait beaucoup de positifs aussi. Il était peut-être juste un peu plus enfoui là, en arrière de tout ce qui se passait. Là. Fait que ça, c'est le stage. Maintenant, à un moment donné, faut que tu passes aux choses sérieuses, à la vraie vie, la vraie affaire. J'ai été prof à Malartic pendant 1 an, ma première année. J'enseignais au tremplin, exactement. J'avais rien en début d'année à Rouyn. Le directeur du tremplin m'appelle. On a un contrat à te donner. Veux-tu venir nous voir? On va te passer en entrevue. Je pars instantanément. Là, j'étais habillé probablement comme je suis présentement. Je me dirige là-bas. Je rencontre le directeur avec le directeur adjoint. Je jase une quinzaine de minutes avec. On va te rappeler. Je suis dans le stationnement, j'ai pas encore quitté le stationnement. Il me rappelle déjà, ouais, finalement, on te donne la job. Fait que j'ai eu mon contrat tout de suite. Puis j'ai fait de Rouyn-Malartic à tous les jours pendant 1 an, aller-retour. J'ai adoré mon expérience à Malartic. C'était un super beau milieu. Les gens étaient le fun. Mais à 117 à tous les jours, j'étais plus capable. À 8 h le matin, puis à 4 h le soir, c'est tellement infernal que j'ai décidé que non, ça pouvait pas marcher parce que j'aurais continué, j'aurais fait carrière là-bas. Prof d'histoire? Oui, j'étais prof d'histoire, fait que exactement. T'as toujours été prof d'histoire? Oui, exactement. J'ai fait d'autres petits contrats parallèles. J'ai été un peu prof d'éduc, prof d'anglais, prof de différentes matières X. Mais moi, mon bac est en histoire, j'enseigne l'histoire. Puis aujourd'hui, j'enseigne aussi le cours qui s'appelle Le Monde contemporain, qui est un cours d'actualité, mais qui est aussi en même temps un peu de l'histoire. Donc, ça a toujours... Je suis un des rares qui a enseigné la matière qui a été étudiée à l'université. Habituellement, les gens font un bac, exemple, en français, puis ils enseignent les maths ou ils enseignent les sciences. Mais moi, j'ai toujours fait ce à quoi j'avais voulu faire depuis le début, dans le fond. Fait que là, t'es écœuré de la 117. Ouais. Fait que là, il faut que tu trouves un remède à ça. J'ai pris un gros gamble. Ils m'ont offert un poste à Malartic, poste en plein, comme quoi j'aurais eu une carrière là jusqu'à la fin de mes jours. Puis j'ai dit non en me disant, je suis pas prêt à faire la 117, puis j'étais pas prêt non plus à déménager. J'avais un gros réseau à Rouyn, j'avais un groupe de musique qui commençait, j'avais beaucoup de projets sur le feu. Fait que je me disais, je vais leur dire non, puis je vais attendre que Rouyn m'appelle sans avoir aucune garantie. Puis finalement... Puis quand tu dis non, là, tu sais, comme je connais pas exactement comment ça marche dans le milieu enseignant, là, mais c'est dans la période estivale? Oui, exactement. Okay. C'est pendant l'été. On offre... Habituellement, les contrats, c'est en août. Là. Ça n'a pas changé. Donc, quelques semaines avant le début de l'année scolaire, on m'offre ça. C'est comme tu as une garantie d'emploi pratiquement jusqu'à la fin de tes jours. Prends le temps d'y penser. Non. Ça a été un gros gamble, mais finalement, quelques jours plus tard, j'ai été appelé par Rouyn, puis depuis ce temps-là, j'ai toujours travaillé. Donc, le guess était bon. Toujours à la même école? Je me suis promené beaucoup entre D'Iberville et La Source, mais sur mes 17 ans, j'en ai fait, je pense, 4 à La Source, puis 13 à D'Iberville. J'ai vraiment souvent été là-bas, puis je suis à D'Iberville en poste permanent depuis une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment mon milieu, puis je pense pas repartir de là. C'était ma prochaine question. Est-ce que ça va être jusqu'à la fin? À moins d'une situation vraiment là, exceptionnelle, j'ai l'école que je veux, j'ai le niveau que je veux. Les secondaires 5, moi, c'est mon niveau. J'ai fait du secondaire 1 et 2, c'est pas tout à fait pour moi. Puis la matière aussi que je veux, donc pour moi, tu sais, quand on dit que les gens sont sur leur X, moi, c'est exactement ce que je fais présentement. Ton gamble était bon. Ça a été le meilleur gamble que j'ai pris. Puis les gens me disent, est-ce que tu as l'intention de faire d'autres choses? Parce que là, ils me voient faire plein de trucs, justement, faire des podcasts, la radio. Puis je me dis, j'aime encore ben trop ma job pour penser à autre chose. Fait que pour l'instant, je me vois pas faire autre chose que ça. Un prof, ça prend sa retraite à quel âge? Dépendamment de s'il a été bon avec son argent, autour de 60 ans à peu près. Fait que moi, je me dis, si je me rends jusqu'à 55... J'ai déjà des petits projets qui pourraient peut-être venir combler les choses. Fait que je me dis, il m'en reste peut-être pour entre 10 et 15 ans. Fait que tu as été bon avec ton argent.
Ben, oui, mais c'est surtout parce que présentement, j'ai des opportunités qui se présentent qui fait que ça arrondit bien les fins de mois. Puis aussi, ça me montre que si demain matin, exemple, il arrive une catastrophe et je peux plus enseigner, j'ai déjà des portes de sortie, j'ai des opportunités, donc faire justement des médias un peu comme on fait présentement. OK, c'est quoi tes autres à côté, là, tes autres revenus? Ben, principalement, c'est le programme de monétisation de Facebook, le programme donc, on paye les créateurs. Je suis payé à chaque mois selon la viralité des publications, selon le nombre de personnes qui les voient, selon plusieurs critères. Puis c'est quand même assez pour payer l'hypothèque de ma maison, là, pour te donner une idée d'ampleur. Oui, c'est quand même assez intéressant. Là, depuis, ça fait, je pense, 5 ans à peu près que j'ai ça. Au début, ça tournait aux alentours de 200-300$ US par mois. Puis là, on tourne plus autour de 1500-2000 US par mois. Fait que ce que tu fais sur Facebook à tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, ça te rapporte oui, de l'argent. Ça me rapporte de plus en plus. Et juste pour donner un exemple à ceux qui nous écoutent, Donald Trump m'a fait faire plusieurs dizaines de milliers de dollars depuis son retour au pouvoir parce que depuis novembre 2024, j'ai gagné 65 000 abonnés juste parce que Donald Trump est revenu puis que les gens voulaient avoir de l'information, voulaient suivre un peu ce qui se passe. Donc, moi, Donald Trump, c'est la pire chose qui est arrivée à la planète, mais c'est la meilleure qui est arrivée à mon portefeuille. C'est plate à dire, mais ça l'a aidé beaucoup, justement, à grandir un peu mon reach par la même occasion. pense que tu es le créateur de contenu. Te considères-tu comme ça, premièrement? J'ai de la misère à me considérer. J'ai comme pas de qualification. Les gens me disent que je suis un créateur de contenu, d'autres que je suis un influenceur. Il y en a beaucoup qui disent que je suis un vulgarisateur. Puis je trouve que c'est moins péjoratif un peu. C'est parce que toi, dans ta tête, puis dans la mienne un peu aussi, là, quand les gens me disent influenceur, on a l'impression que c'est tout le vol de Sunwing. Là. Exactement. C'est pas à ça qu'on pense à influenceur. Fait que, oui, c'est sûr que j'ai une influence à quelque part, mais j'ai pas l'impression que j'ai le même, je veux dire, statut qu'un influenceur. J'ai l'impression qu'un influenceur vient aussi avec branding, vient avec association de marque, vient avec contenu sponsorisé, produits plugués et compagnie. Puis ça, c'est quelque chose que je fais pas puis que je ferai jamais. Donc, je pense que je suis peut-être dans une autre case. Fait que j'aime beaucoup vulgarisateur. J'aime beaucoup me comparer, exemple, à Olivier Bernard, le pharmacien, mais version peut-être plus, je veux dire, histoire, géographie, géopolitique, avec probablement moins de talent en dessin aussi, parce qu'il dessine mieux que moi. Mais sinon, c'est un peu dans ce style-là que je me... Il en fait ça encore? J'en ai aucune idée. Parce que lui, il l'a vécu rough, là. Oui, exactement. Puis je comprends pourquoi il a pu le vivre rough, parce que je l'ai pas eu facile à tous les jours. Le vis-tu rough, toi aussi? Par moment, oui. Par événement, je veux dire, important. La pandémie, ça a été un des moments les plus durs, mais ça a été pour tout le monde. Sauf que j'ai l'impression que les gens en profitaient beaucoup pour se défouler sur ceux qui partageaient. Fait que c'est là où j'ai eu les commentaires, je vous dirais, les plus dégueulasses, les plus violents et aussi les plus perturbants. Des gens qui souhaitaient la mort de ma fille parce que moi, j'étais pro-vaccin, puis ils disaient, on souhaite que ta fille se fasse vacciner puis qu'elle meure. Tu te fais dire ça, puis je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette haine-là aussi gratuitement? Fait qu'au début, j'ai trouvé ça vraiment dur, puis éventuellement, j'ai compris, c'est pas à moi qui parle. Ils parlent juste à l'avatar qui est devant eux, qui a passé dans leur fil. Puis j'ai réussi à me détacher beaucoup de ces commentaires négatifs-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai probablement autant, sinon plus, mais on dirait qu'ils m'affectent beaucoup moins, sauf quand ça dégénère comme j'ai vécu là, dans les dernières semaines. On pourra s'en reparler peut-être un petit peu plus tard. Fait que je disais, tu es probablement le créateur de contenu le plus suivi en Abitibi-Témiscamingue. Si c'est le cas, je suis vraiment fier. Je pense que oui. J'ai pas vraiment regardé. Combien d'abonnés? Je suis à 155 000. Je suis allé voir justement parce que je me doutais que tu allais me poser la question. Fait que 155 600, si je me trompe pas. Sur Facebook? Sur Facebook. Es-tu sur d'autres plateformes? Je suis sur Instagram, mais j'aime pas Instagram. On dirait que j'ai de la misère un peu plus avec le concept d'Instagram. Je suis pas un Instagrammeur qui prend des... Je suis pas un posteur de selfie non plus. Donc, j'ai un peu de difficulté. J'étais très sur Twitter avant le rachat d'Elon Musk. J'aimais beaucoup suivre des journalistes, des politiciens et autres. Je trouve ça dur que ça ait disparu, mais j'ai trouvé un concurrent en Blue Sky qui est quand même, je trouve, assez intéressant. Puis aussi avec Threads, le nouveau média de Facebook, sur lequel on a échangé aussi quelques fois. Ouais. Je trouve qu'il est un espèce de mélange justement entre Facebook et Twitter. C'est un peu un fil d'actualité, mais en même temps une espèce de fil où on peut suivre des créateurs plus spécifiques puis des sujets plus précis. Donc, je suis surtout là-dessus, mais à 99% des fois, je poste sur Facebook. Puis tu as raison, tu très peu, tu publies très peu de photos. En fait, quand on voit
Joe le prof, c'est souvent l'avatar que tu as utilisé, mais très peu de photos de toi dans ton contenu professionnel. J'ai jamais voulu me mettre de l'avant parce que mon but, c'était pas justement de dire « Moi, Jonathan, je fais ça ». J'avais vraiment le goût de faire le personnage de Joe le prof parce que Joe le prof, c'est un peu un personnage que j'ai fait. Oui, c'est moi, mais à la puissance 10, c'était le Jonathan Saint-Pierre derrière, beaucoup plus réservé, beaucoup plus calme, beaucoup plus relax. Joe le prof, c'est la version caféinée de Jonathan Saint-Pierre. Puis, ça me protège aussi un peu. Ça protège ma vie privée parce que, comme je disais tantôt, des fois, les gens peuvent venir dans ta vie privée. Donc, en ayant justement l'avatar, en ayant un peu plus, je veux dire, le côté cartoon devant, ça me laisse une certaine liberté, puis ça me permet justement de moins... Tu sais, déjà que je sais que les gens me reconnaissent beaucoup, puis je suis super reconnaissant des gens, mais il y a des fois aussi, je me dis, je suis pas déçu que les gens me reconnaissent, tu sais, aussi facilement, fait que ça me permet d'avoir un peu plus de liberté, puis avoir aussi moins d'accrochage, parce que quand les gens sont fâchés après moi, je suis peut-être plus dur à retrouver en réalité s'ils ont juste vu mon avatar et non ma vraie face. Tu sais. Ben, sauf que tu as fait une publication dernièrement, tu disais, où il y a des gens qui appellent à l'école pour demander ton renvoi, ta suspension. Fait que ça arrive, ça. Ça hein? arrive, puis c'est comme je disais par moment, mais là, depuis le retour de Donald Trump, il y a des gens au Québec qui sont fanatisés par Donald Trump, qui n'acceptent pas qu'on parle contre lui, malgré tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, qui vont continuer à le défendre jusqu'à la tombe. Un peu comme si on était dans un endoctrinement sectaire ou des gens qui ont un trouble d'opposition peut-être, que si on dit blanc, ils vont dire noir, puis qui veulent vraiment s'opposer. Puis j'avais fait une publication tout à fait anodine où je parlais de Donald Trump, de la guerre en Iran, et c'est tombé justement dans ces réseaux-là, un peu plus, je veux dire, d'extrême droite complotiste. C'est des animateurs de Radio X, de Radio Pirate et compagnie qui sont tombés sur mes publications et qui ont envoyé à leurs abonnés « Hey, ce prof-là en Abitibi, il enseigne à nos jeunes, ça n'a pas de bon sens, c'est une honte, c'est ci, c'est ça. » Allez le dénoncer. Fait qu'ils ont doxé mon adresse professionnelle, ils ont doxé mon école, où je travaillais, les adresses pour aller contacter, puis ils ont envoyé plein de plaintes justement à mon centre de service en disant « Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais? » Simplement parce qu'ils n'étaient pas en accord avec moi. Quand je leur demandais « Ben, argumente, dis-moi en quoi tu n'es pas d'accord. » Ils sont pas capables. Ils sont pas capables d'argumenter. Eux, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est te taire. Ils veulent que tu arrêtes de parler contre la personne en question, mais ils sont pas capables de détruire l'argumentaire. Donc, c'est tout de suite l'attaque personnelle. Puis c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, parce qu'au final, moi, je sais que j'avais rien à me reprocher. Mais, Comment la direction réagit dans ce genre d'événement-là? ben, c'est sûr qu'eux, ils doivent essayer de protéger l'image de l'institution. Ils doivent faire attention, mais je sais aussi qu'en même temps... j'ai rien à me reprocher, donc j'ai pas eu de conséquences. C'est oui, j'ai été rencontré pour qu'on discute de tout ça, mais au final, j'ai rien fait de mal, donc je peux pas avoir vraiment de tape sur les doigts parce que j'ai pas insulté personne, j'ai pas été faire de désinformation. Au contraire, je me suis tenu debout, mais c'est là où on se rend compte que ça peut devenir dangereux parce que depuis quelques années, avec Bernard Drainville, on a un nouveau code d'éthique comme prof, puis je sais que je joue souvent sur la limite, donc ça montre justement à quel point des fois ça peut être sensible, ça peut être fragile aussi. J'ai la chance de pouvoir le faire depuis 8 ans. J'ai la chance d'avoir eu de l'appui pendant 8 ans. On ne sait jamais ce que demain peut arriver. Hein. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que tu es souvent... C'est bizarre à dire, mais est-ce que le prof est souvent convoqué dans le bureau du directeur? C'était la première fois que ça arrivait. Ah oui, OK. C'était la première fois, puis je pense pas que ça va réarriver non plus, parce qu'en même temps, moi aussi, j'apprends. Je fais des erreurs, je le sais, et des fois, je suis peut-être allé trop loin. Je sais que je suis polarisant parce que j'utilise des sujets qui font réagir, parce que c'est ce qui circule le plus dans l'actualité. Mais il y a des choses aussi où j'ai appris à me censurer. J'ai commencé tranquillement à juste ignorer certains sujets. Si j'ai pas 100% de confiance en ce que j'écris ou ce que je dis, habituellement, j'abandonne le sujet. Ou si je sais qu'il n'y aura pas assez de récompenses par rapport au négatif qu'il peut avoir. Si je sais que je vais avoir plus de haine que de positif qui en ressort. T'sais, on disait tantôt que je faisais de l'argent avec Facebook. Souvent, c'est à la réactivité. Puis je me suis dit, je suis pas assez à l'argent pour me faire haïr comme ça, puis pour ramasser justement cette haine-là, puis un peu contribuer au problème. T'sais, on dit que les gens sont trop polarisés. J'ai pas le goût d'être celui qui contribue encore plus. Donc, même si c'est moins payant, je préfère avoir des publications qui sont plus saines. J'ai des modérateurs depuis quelques mois qui font du ménage pour moi. J'ai 8 personnes qui pratiquent pratiquement à temps plein sur mes publications. Ils s'échangent ça de façon bénévole, à tour de rôle. Ils vont faire un tour dans mes commentaires parce que moi, je veux que les commentaires soient les plus respectueux, les plus sains possibles. Fait en faisant ça, je sais que je coupe probablement des milliers de dollars de revenus, mais les gens qui me suivent sont contents, les discussions sont saines, je me sens mieux. J'ai l'impression justement que ça crée un environnement
où les gens sont contents. Ça veut dire que les gens qui me suivent n'ont pas à gérer justement ces trolls-là, n'ont pas à gérer la haine, les insultes et autres. Fait qu'ils sont plus à l'aise aussi de participer, de contribuer. Parce que souvent, les gens me disent « Hey, on te suit, mais on commande pas parce qu'on a peur de se faire ramasser par les, par les autres abonnés. » Puis je me dis « C'est pas ça que je veux. Moi, je veux que mes abonnés puissent parler chez nous. » Donc, j'ai commencé à faire un peu de ménage. Puis depuis ce temps-là, c'est le jour et la nuit. Je pense que ça a été une des meilleures choses que je pouvais faire. Puis en même temps, eux, ils sont contents de pouvoir contribuer un peu aussi à tout ça. Fait que tout le monde est content. Comment ça a commencé, la page Facebook? Ça a commencé sur un coin de table, un peu comme n'importe quel projet où tu t'attends pas qu'il va avoir un futur. C'est que dans le fond, en 2018, si je ne me trompe pas, mes gens de secondaire 5 trouvaient ça bien plate à la fin de l'année qu'on se revoit plus parce que l'année terminait. Parce qu'à chaque début de cours, je fais beaucoup d'actualités. Je fais le tour du monde, un peu comme je fais sur Facebook. Puis je me suis dit, regardez, je vais me faire une page Facebook. Fait que cet été, vous vous abonnerez. Je vais continuer à partager, publier du contenu. On va pouvoir échanger, interagir un peu. Puis finalement, eux, ils se sont abonnés. Leurs parents, leurs amis, les collègues, les voisins et autres. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Après quelques semaines, j'avais 1000 abonnés. Puis je me suis dit, oh, ça commence à ressembler à quelque chose. Puis éventuellement, à 10 000, 20 000. Mais à 1000 abonnés, tu parlais de quoi? Je parlais beaucoup d'environnement à l'époque. J'étais un peu plus du côté environnemental. Je parlais beaucoup de la crise climatique, des enjeux environnementaux. Je parlais beaucoup aussi de politique, un peu comme je fais présentement, mais on dirait que j'avais plus un côté vert qu'aujourd'hui. Je me colle beaucoup à ce qui se passe dans l'actualité internationale. Puis à l'époque, avant la pandémie, on était beaucoup quand même dans un mouvement plus écologiste, pro-environnement. Et là, avec la pandémie, on a shifté beaucoup plus sur un côté politique, géopolitique. Donc, je vais souvent surfer sur les sujets qui sont, je vais dire, à l'ordre du jour parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Quand est-ce que ta page a commencé à faire le buzz? Quand j'ai été invité par Patrick Lagacé à l'émission 2 hommes en or à Télé-Québec, ça, j'avoue, je l'avais pas vu venir parce que oui, j'avais fait quelques petits trucs de radio. J'avais été justement à Énergie à Rouen, à Radio-Can, des petits trucs locaux. Mais quand là, un média national sur Télé-Québec t'invite à venir te présenter au Québec, là, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer que moi, je n'avais pas encore compris. Et quand, justement, j'ai participé à l'émission, j'ai rencontré plein de gens, là, je me suis dit, OK, là, je suis rendu ailleurs. Là, c'est plus juste Joe qui partage des choses sur Facebook. Il y a un branding en arrière de tout ça. Il y a aussi une image qu'il faut que je commence à penser. Puis il y a aussi un but. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Est-ce que je veux juste publier des trucs pour publier des trucs? Est-ce que je veux me donner une ligne directrice, une mission? Fait que j'ai construit en roulant, un peu comme si je construisais une voiture en faisant une course pour essayer de créer justement ce personnage de Joe le prof-là. Puis au fur et à mesure des essais, des erreurs, des bons coups, des mauvais coups, j'ai appris beaucoup et je pense être capable maintenant. Les gens me disent toujours, t'es toujours sur Facebook, tu postes tout le temps. Si vous saviez à quel point je suis pas souvent sur Facebook, que souvent ce que je vais faire, c'est que je vais publier, je disparais. Je reviens voir de temps en temps. J'ai l'impression que les gens pensent que je suis toujours là, mais j'ai été capable de me développer des méthodes de travail, de développer aussi une façon de travailler qui fait que c'est pas si accaparant que ça en a l'air. Parle-moi-en. C'est quoi, mettons, pour toi, la gestion de tes médias sociaux? Ben moi, en partant, la première des choses, c'est que je fais toujours une revue de l'actualité pour moi-même à tous les matins, puis pour utiliser dans mes cours. Donc, je travaille pas en double. Les nouvelles qui sont intéressantes pour mes classes, je vais les utiliser sur Facebook et à l'inverse, si je trouve des choses intelligentes ou des choses intéressantes sur Facebook, je vais aussi les mettre dans mes groupes. Donc, j'utilise les deux médias, puis ça me permet de justement dédoubler un peu la qualité du travail. Fait que je travaille 2 fois moins pour faire 2 fois plus de travail. Puis ensuite, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais me donner des heures. Exemple, je vais aller voir une fois le matin, une fois le midi, une fois en rentrant le soir. Et après souper, quand les choses sont plus tranquilles, là, j'en profite un peu plus. Mais dans la journée, j'ai pas le temps. Je veux dire, je travaille. J'ai d'autres choses à faire. Fait que je m'arrange pour programmer des choses. Des fois, justement, je sais exactement combien de publications qu'il va y avoir dans la journée. Je les pré-programme avec Facebook. Puis, on a l'impression que je suis tout le temps là, mais souvent, c'est prévu d'avance, c'est planifié, c'est organisé. Fait que ça me permet justement de pas juste faire ça de mes journées. T'en fais combien par semaine? J'ai jamais vraiment compté. Je me donne comme objectif d'en faire à peu près 2 par jour en moyenne. Des fois plus, des fois pas du tout. Là, dans les derniers jours, justement, avec le livre qui s'en vient, j'ai été un peu plus tranquille. J'avais d'autres trucs à faire. Je voulais aussi profiter du calme avant que la tempête commence. Mais je me donne pas de chiffres. Je me donne pas d'objectifs non plus. Si je publie, je publie. Si ça me tente pas, ça me tente pas.
Parce que, comme je dis, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Pour moi, c'est du bonus. Puis c'est un peu pour ça que... Et c'est du beau bonus. C'est du très beau bonus, mais je serais pas capable de le faire à temps plein. Je suis quelqu'un qui est beaucoup trop stressé dans la vie pour avoir à se demander d'un mois à l'autre, je vais-tu avoir autant de reach? Est-ce que les gens vont être encore là? Est-ce que je suis capable de me dire que dans 5 ans, c'est encore Facebook qui va être ma source de revenus? Puis je suis pas capable de me dire ça à temps plein. Fait que mon objectif présentement, c'est ma job de prof comble amplement mes besoins. Ce que je vais faire en surplus avec Facebook, ça sera du bonus, mais ça sera jamais la source numéro 1 parce que sinon, il faudrait que je le fasse vraiment à temps plein. Et si je le fais à temps plein, je vais commencer à me répéter, je vais perdre la pertinence, les gens vont se tanner. Donc, je pense que de le faire comme je fais, c'est juste assez pour créer un équilibre, pour que les gens ne se tannent pas, mais assez pour que je sois encore investi dans ce que je fais. Donc, tant et aussi longtemps que ça va fonctionner comme ça, je pense pas changer la recette, mais je me vois pas, justement, j'en connais des gens qui ont tout lâché pour faire ça à temps plein, puis je me dis, j'ai pas le guts de faire ça. C'est plate, mais j'ai pas le guts. Ça, c'est le gamble que t'es pas prêt à faire. Exactement. J'en ai fait beaucoup dans ma vie, mais là, on dirait que d'avoir cette sécurité-là m'enlève un gros stress parce que, je veux dire, je vais avoir un fonds de pension, je vais avoir une retraite, j'ai des bonnes conditions de travail. On chiale beaucoup sur nos conditions de travail, mais je veux dire, en même temps, il y a aussi des avantages à être prof. J'ai écrit mon livre cet été. En étant en vacances cet été, j'ai pris mon été. À tous les jours, je me levais pendant 5-6 heures par jour à écrire. Donc, je suis capable de faire les deux en même temps. Je pense plus que je fais un 5 à 9 quand je fais jour le prof que quand on dit que je fais un job temps plein. C'est comme mon deuxième chiffre, on pourrait dire, qui commence. Mais c'est pas si pire que ça. J'ai le temps de profiter de la vie avec ma famille, d'aller au gym, d'avoir des activités, d'avoir un réseau social. Fait que non, c'est pas si accaparant que ça en a l'air. Je donne l'impression que, mais dans les faits, c'est pas si pire que ça. Nouvelle source de revenus, ton livre. On fait une petite pause de rien juste pour prendre le temps de remercier les précieux commanditaires de Mo pis sa gang, à commencer par le présentateur Bélanger Électrique. Si vous êtes à la recherche d'un électricien de confiance, peu importe la taille de vos travaux, lâchez un petit coup de fil à Bélanger Électrique. Ils vous mettront pas sur une liste d'attente de 3-4 semaines. Le groupe Poirier d'Amos et Val-d'Or, pour lesquels je suis porte-parole depuis plusieurs années et j'en suis très fier. Pour votre prochain véhicule, c'est 5 concessions, un site internet, poirieroccasion.com pour votre prochain véhicule d'occasion. Et pour du neuf, passez nous voir directement en concession. C'est avec nous que vous allez pouvoir dire « Moi aussi, j'ai mon Poirier ». La Barbecue Shop d'Aricana Aventure, avec lesquels j'ai le plaisir de cuisiner sur le barbecue, pas juste l'été, à l'année longue, et c'est là que je me procure également mes sauces et épices, puis je parle pas juste de mes sauces et épices, ils ont une grande variété, c'est le plus gros magasin de barbecue en Abitibi-Témiscamingue. Ah, puis en terminant, si vous aimeriez ça, vous aussi, contribuer à Mo pis sa gang, contactez-moi, il y a de la place pour vous autres. De retour à cet épisode. Nouvelle source de revenus, ton livre. Oui, ça qui est un gros morceau puis qui est un peu d'inconnu parce que je connaissais absolument rien au domaine de l'édition. Comment ça s'est passé? Ça a été quand même assez spécial parce que moi, j'avais pas d'intention d'écrire un livre. C'est quelque chose qui m'a déjà effleuré l'esprit, mais j'avais pas de projet spécifique. C'est vraiment la maison d'édition qui m'a approché il y a 3 ans, les Éditions de l'Homme, qui est quand même la plus grosse maison d'édition au Québec, ce qui est pas n'importe quoi. Puis eux, ils m'ont dit, on donne carte blanche. Fais ce que tu veux. Mais attends un peu, je veux revenir au premier contact. On t'envoie un courriel ou un message sur Facebook, puis on te dit quoi? C'est Anne qui était justement la responsable à l'époque qui m'écrit, Anne Châteauvert, on aime beaucoup ce que tu fais, puis on aimerait ça te rencontrer pour te proposer quelque chose. Donc, je me doute que si ça vient des Éditions de l'Homme, que c'est certainement pas pour faire un film. Fait que je comprends qu'il y a une idée d'un livre derrière, mais moi, je me disais, c'est peut-être pour collaborer à quelque chose, c'est peut-être pour participer à du matériel scolaire. Donc, j'avais pas pensé que c'était, on veut que Joe, le prof lui-même, écrive un livre. Fait que quand ils m'ont approché, j'ai dit non. J'ai dit, j'ai pas le temps, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée. T'sais, j'ai comme fermé la porte tout de suite. Puis 6 mois après, je fais Attends un peu. J'étais allé au Salon du Livre de Rouen. Puis là, on dirait qu'au Salon du Livre, voir d'autres personnes, de voir l'ambiance, je me suis dit, attends un peu, on va prendre le temps d'y penser. Je les ai recontactés, je leur ai dit, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée encore, mais la porte est ouverte. J'aimerais ça vous rencontrer une deuxième fois. Puis c'est là qu'ils ont dit, dans le fond, nous, on veut pas que tu fasses rien de spécifique. On veut que tu fasses Joe le prof. On veut que tu prennes un sujet ou que tu fasses quelque chose que tu as le goût de faire. Et nous, on va te suivre dans tout ça, puis on va t'appuyer. Puis c'est comme ça, dans le fond, que l'idée de construire mon petit guide de survie est venue, parce que je me disais,
qu'est-ce que les gens aimeraient que je raconte? Puis là, je me suis dit, si les gens me suivent pour mes publications, ma façon de vulgariser, ma façon d'expliquer, c'est peut-être ça qu'ils vont avoir le goût de lire. Donc, je me suis dit, je vais prendre tout ce qui va mal dans le monde, ce qui est le plus stressant, le plus déprimant, je vais le vulgariser, je vais le simplifier, puis je vais essayer de le relativiser. Puis ça a été ça un peu ma mission, de toujours trouver que ça peut toujours être pire, finalement. Fait que dans le fond, mon livre s'appelle « Tout va bien ». On le sait que ça va pas bien, mais on le sait que si on regarde dans le passé, qu'on n'a pas encore atteint le fond, fait que ça peut toujours empirer et qu'il y a toujours aussi une façon de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Donc, j'ai essayé de rajouter beaucoup d'éléments, je veux dire, d'espoir et de positif ou de pistes de solutions pour que les gens qui le lisent aient un petit feel-good à la fin, que oui, ils vont être déprimés pendant 200 pages, mais à la fin, ils vont comprendre pourquoi. Hey, ça, c'est pas ton meilleur speech, je sais que c'est pas mon meilleur speech, mais je vais être honnête avec les gens. C'est quand même difficile à lire qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais en même temps, je me suis dit, il y a beaucoup d'humour dans le livre. J'ai mis des petites bulles de dessins animés où je fais beaucoup de blagues, où je fais des petites réflexions, et je me suis dit, je vais l'écrire le plus simplement possible. J'ai pas goût que les gens pensent qu'ils vont lire une thèse d'université ou un travail de recherche intense. Je me suis dit, si mon ado de 15 ans peut le lire, si ses parents, ses grands-parents puis ses arrière-grands-parents le comprennent, je vais rejoindre le plus de monde possible. Donc, est-ce que je suis capable de prendre des enjeux compliqués et de les sursimplifier pour que ça ne soit pas dénaturé, mais qu'on soit capable de se faire une tête sur n'importe quoi, une espèce de porte d'entrée pour que si tu veux juste savoir ce qui se passe, tu vas avoir une petite barre sur tout, et que si tu veux en savoir plus, mais là, ensuite, tu vas pouvoir aller plus loin puis faire plus de recherches par la suite. Est-ce que c'est toi qui l'as écrit? Dans le sens, je sais que ça vient de toi, mais est-ce que tu as écrit chacune ou tu as quelqu'un qui t'a aidé à l'écriture? Oui, j'ai écrit à 100% tout ce qui est dans le livre. J'avais pas de ghostwriter, j'avais rien. La seule chose que j'ai pas faite, c'est les illustrations. Tout le reste, c'est à 100% le fruit de mon travail. J'avais une éditrice, bien sûr, qui est passée dessus. J'ai eu des corrections qui ont été faites, mais à 100%, c'est moi, sur mon laptop, en buvant mon café l'été passé, en grande majorité, qui a écrit tout ça. Mais comment on écrit un livre? Tu sais, il a fallu... je suis certain que tu t'es posé la question et je suis certain que tu as posé la question. C'est une très bonne question. J'avais quand même un peu d'expérience parce que j'avais écrit un mémoire de maîtrise il y a plusieurs années où je posais la question « Pourquoi les profs démissionnent? » C'était ça le concept de mon mémoire de maîtrise. Puis j'avais appris justement à faire, à construire des textes, à faire justement une structure. J'avais comme une bonne base. Fait que je suis reparti un peu de ça. Je suis allé relire mon mémoire de maîtrise. Je suis allé voir un peu comment je l'avais divisé. J'ai été lire des livres aussi. J'ai lu beaucoup de livres avant même de moi-même écrire. Donc, je suis allé relire des trucs sans que ce soit dans les mêmes sujets, mais juste pour comprendre un peu plus, je veux dire, le mécanisme, la structure d'un livre. Puis, une fois que ça a été fait, j'ai fait un premier jet où j'ai écrit n'importe quoi. J'ai écrit plein de choses qui n'avaient aucun sens. Puis, je l'ai envoyé à mon édition en disant « Ça, c'est ce que j'ai jusqu'à maintenant. » Là, ils m'ont dit « Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. » Fait que j'ai repris ce qui était bon. Puis là, je me suis dit « OK, avec ce qui reste, ça va me permettre de me donner, je veux dire, un noyau. » Puis j'ai reparti de tout ça pour construire vraiment tout ce qui est présentement, mais j'ai été vraiment dans tous les sens possibles. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Fait que j'ai fait des essais-erreurs. Puis quand j'ai vu que j'ai tenu quelque chose qui était un peu plus solide, j'ai exploité ce filon-là au maximum. Ça a pris combien de temps? Ça a pris presque 3 ans. Hey! Ouais. J'ai signé le contrat en 2022. J'ai fini mon livre à l'automne dernier, donc en septembre 2025. Et là, il sort. Oui, mercredi le 1er avril, j'ai tellement hâte parce que ça fait un bout que moi, j'aurais commencé à faire la promotion. En novembre, j'étais prêt à lancer tout ça, mais j'ai compris que la business du livre, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, c'est une grosse machine. Donc, oui, il est écrit, oui, il est corrigé, il n'est pas imprimé, il n'y a pas eu de contenu marketing, il n'y a pas eu de promotion, il y a un ordre à suivre dans les lancements de maisons d'édition. Donc, toi, ça va être le 1er avril. Pourquoi le 1er avril? Eux, ça fitait comme ça. Et moi, je me suis dit, mais quelle belle occasion d'utiliser le 1er avril pour en faire un coup de marketing. Fait que quand je l'ai annoncé, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était une joke, que je lance une blague du 1er avril. Puis les gens ont été curieux, justement, parce que c'est pas un poisson d'avril. Le poisson d'avril, c'est que tout va bien, ce qui n'est pas le cas. Donc, tout va bien. Le titre, c'est le poisson d'avril. Mais derrière, le livre, lui, il est très réel et il va sortir le 1er avril. Moi, je l'ai. OK. J'ai commencé à le fêter. En passant, cool. Je suis pas encore déprimé, fait que j'imagine que je suis pas rendu dans le bout. Mais j'ai aimé la simplicité de lire ce livre-là. Puis je peux te dire que déjà, il y a du monde qui ont vu le livre traîner sur mon bureau puis qui m'ont dit « Hey, peux-tu me le prêter après? » Ça, c'est cool. Ouais, fait qu'il y a déjà de la curiosité. Parce que moi, dans le fond, que les gens l'achètent ou non, on dirait que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux que les gens le lisent. Je veux que les gens se le prêtent. Je veux que les gens aient la bibliothèque. Donc,
Donc, mon but, c'est pas d'en vendre 1 million. Le but, c'est que les gens soient intéressés à le lire parce que je l'ai écrit pour que les gens le lisent. Je ne l'ai pas écrit pour le fame, je ne l'ai pas écrit pour l'argent, je l'ai écrit parce que j'avais le goût d'écrire, mais j'ai aussi le goût que les gens me lisent et me disent qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que 100% de ce qui a été dans ma tête, peut-être que je suis dans le champ d'une page à la fin, puis je ne sais pas encore, mais j'avais besoin justement de ce petit cri du cœur-là pour que j'ai un espèce de retour. Parce que sur Facebook, oui, c'est très instantané d'avoir les commentaires, les réactions, mais là, c'est complètement différent. C'est un univers que je comprends pas. Puis sur Facebook, c'est gratuit. Là, les gens vont payer pour ton livre. Fait que c'est encore maudit de te donner de la merde après avoir payé pour le livre. Ben moi, ça me met une certaine pression, justement, de savoir que les gens ont payé 30$ pour finalement se dire « Hey, c'est pas bon ton livre. » Fait que là, je me suis dit, est-ce que je suis capable de vivre avec la critique négative? Et ça, je t'avoue que j'ai un peu plus de difficulté avec ça. Je me rends compte avec le temps que je suis beaucoup affecté quand les gens disent « Je suis pas d'accord avec toi, j'aime pas ce que tu fais. » Puis là, je me dis « Mais là, est-ce qu'il faut que je change? Est-ce qu'il faudrait que je sois différent? » Puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que faut accepter qu'on fera jamais l'unanimité, puis que mieux je vais vivre avec ça, plus heureux je vais être. Donc, ça va de mieux en mieux. Mais là, on dirait qu'avec le livre, comme justement, il y a le fameux 30$ qui va être payé, j'espère que les gens vont être contents et que les gens, surtout, vont apprécier comment je l'ai écrit, parce que je l'ai écrit pour ces gens-là, pour mes abonnés, pour mes élèves et compagnie. Tu dis 30$, mais j'ai vu une subtilité aussi. Ou 19€. Oui, effectivement, parce que quand on est avec une maison d'édition un peu plus, je vais dire, importante, on a des opportunités, ce qui fait que le 4 juin, il sort partout en Europe aussi. Donc, il va être vendu France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Puis ça va être vendu par les plus gros distributeurs là-bas. Et le problème avec tout ça, c'est qu'il faut qu'ils attendent jusqu'au 4 juin. Donc là, c'est soit que ça va super bien au Québec et ça leur donne le goût, ou que si au Québec, c'est moyen, ça va flopper complètement, puis finalement, il n'y aura probablement rien en Europe. Donc, je suis quand même confiant, mais on dirait que le marché européen, c'était tellement pas dans mon arrière-pensée quand j'ai écrit le livre que je me suis dit, c'est le bonus que j'avais pas prévu. Advienne que pourra. Si j'en vends 50 en France, ben ça sera 50 de plus, mais on dirait que j'ai pas pensé à ce côté, justement, où ça pourrait être exporté international. Il y a tellement de gens qui écrivent des bons trucs que pourquoi mon livre serait meilleur que ceux-là? Fait que j'ai le syndrome d'imposteur encore qui revient. Là, il sort là, un petit peu plus tard. T'as-tu bien du monde en Europe qui te suivent sur tes médias sociaux? C'est à peu près un 30% qui est en Europe. Oui, non, c'est ça. J'ai un bon following. On va dire que peut-être... Ça a-tu joué dans le game, dans la décision de ton éditeur? Tout à fait. Tout à fait, parce que j'avais beaucoup de gens, principalement en France puis en Belgique, mais aussi quelques-uns ailleurs, parce qu'il y a des francophones, il y en a aussi partout dans le monde. Je me rends compte qu'il y en a aussi beaucoup en Afrique du Nord, il y en a qui sont des expats un peu partout. Donc, il y aurait probablement moyen de le vendre encore plus large, mais les gens vont vraiment aller avec la concentration. Fait que c'est sûr que le Québec, c'est le premier marché. Le nord de l'Ontario aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'Ontario francophone qui sont intéressés. Puis par la suite, la France, c'était la suite logique. Sauf qu'en France, on m'a dit, tu vas avoir beaucoup plus de compétition parce qu'ici, c'est quand même, oui, c'est niché ce que je fais, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir dire j'ai fait exactement le même livre ou j'ai lu ce que tu as écrit. Tandis qu'en France, il y en a déjà plusieurs qui font la même chose. Donc, il va y avoir un peu plus un côté compétitif. Il va falloir que je sois capable de me démarquer. Mais j'ai une équipe qui est en train de commencer à préparer des trucs bien intéressants pour aller chercher des gens plus connus en France pour justement tranquillement essayer de faire passer mon livre à différents endroits, sur différentes chaînes, pour trouver une façon de me faire connaître. Puis, vas-tu aller là-bas? Je ne sais pas, parce que c'est quand même compliqué là, avec la fin d'année scolaire. Je sors en juin. C'est pas moi qui ai décidé encore une fois de la date. Si ça avait été juste moi, j'aurais dit on va lancer le 4 juillet. Je vais être en congé scolaire. Ça va être facile. Mais la business dit que c'est le 4 juin. Donc, je vais essayer de faire comme je fais présentement. Je vais en faire beaucoup à distance avec la magie des Zooms et des Teams. C'est pas parfait, mais on peut se connecter n'importe où. On peut faire des entrevues pratiquement là, de n'importe quel endroit dans le monde. Donc, je vais aller au plus loin possible de ce que je peux faire en étant en Abitibi. Si jamais j'ai une occasion là, incroyable qui se présente, je vais prendre le temps d'y penser. Mais en date d'aujourd'hui, mon but, c'est pas de le pousser à tout prix. Je veux m'assurer de faire le travail comme il faut, que les gens aient l'opportunité s'ils le veulent. Mais j'ai pas eu non plus de remuer plutôt ciel et terre là, pour aller vendre ça là-bas. Avant de commencer, tantôt, tu m'as dit « Hey, c'est le premier. T'es le premier à qui je donne une véritable entrevue. » Mais à partir de là, ça déboule pour toi. Ça déboule beaucoup parce que, disons qu'avec un horaire de prof, on a des fois des petits trous un peu partout. Puis là, j'en ai pas trop cette semaine. À chaque fois que j'ai une période sans cours, j'ai une entrevue radio, j'ai une entrevue téléphonique, je me promène beaucoup. Donc, c'est une bonne semaine où on va dire de promotion médiatique. Puis
justement, mon objectif, c'était de laisser le plus de plage horaire possible parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu partout au Québec qui me suivent et qui aimeraient ça, justement, m'entendre sur leurs ondes. Donc, je me suis assuré d'être un petit peu partout. Donc, je vais aller en Estrie, je vais aller à Québec, je vais aller au Saguenay, mais tout en restant en Abitibi. Donc, la magie de l'Internet nous permet de faire ça. Puis, depuis le début, c'est ce que je me dis. J'ai tout fait ça en étant assis dans mon salon à Rouyn-Noranda. J'ai des gens qui me suivent. Hein? C'est complètement fou. Quand je prends le temps d'y penser, je me dis... Il y a des gens qui me suivent en Europe, qui m'écrivent pour dire qu'ils m'écoutent, puis ils me lisent à tous les jours, qui adorent ce que je fais. Puis moi, je suis à l'Abstracto à Rouen en train de prendre un café, puis de gosser sur mon téléphone. Puis ces gens-là, ils me connaissent, puis ils me lisent, puis ils me trouvent pertinent. Donc, on chiale beaucoup contre les médias sociaux, contre Internet. Il y a beaucoup d'aspects négatifs, mais ça, c'est une connexion qu'on est capable d'avoir avec le monde qui est complètement incroyable. T'as-tu des plateaux? T'as-tu des grosses entrevues qui t'attendent? Je ne sais pas si j'ai le droit de tout dire. On va y aller par étapes parce que des fois, il y a des gens qui mettent des embargos, mais je peux dire que des médias comme Radio-Canada, Montréal, qui sont intéressés, le 98.5 aussi à Montréal, qui sont intéressés. Je devrais, en théorie, si tout va bien, être aussi à Radio-Canada, Télévision, RDI en fin de semaine prochaine. Et j'imagine... OK, moi te poser la question. Tout le monde en parle. Ça n'a pas encore été demandé. C'est sûr que moi... OK, quand tu me parles de Radio-Canada, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, OK. effectivement. Je te confirme qu'en date d'aujourd'hui, là, on est quoi? On est le 25 mars. Ouais. 25 mars, si je ne me trompe pas. C'est pas aujourd'hui. Mais par contre, il y a des gens qui m'ont dit que ça pourrait être une possibilité. Donc, je me donne pas de pression d'attendre après ça. Mais c'est sûr que si jamais c'est le cas, je vais me dire, OK, ça veut dire que... Let's go. Tu vas le faire. C'est sûr, que je vais être all-in. Il y a des choses que je refuserais pour des raisons de logistique, mais ça... C'est sûr et certain que je vais refaire. As-tu le feeling que ça se peut? On dirait que j'y crois pas. Je pense que je me dis... Pourquoi? J'en ai aucune idée, en fait. Pourquoi? Justement, pourquoi j'irais à Tout le monde en parle, parler de mon livre? C'est juste un livre, c'est juste Joe le prof. C'est pas juste Joe le prof. C'est quelque chose, moi, je pense. Quand je vois les invités qui peuvent passer, je me dis, est-ce que j'ai... Ouais. J'ai encore le fameux syndrome de l'imposteur. Probablement que vous avez raison, tout le monde qui me dit ça, parce que t'es pas le seul qui me dit que ça devrait, mais je veux pas y croire peut-être, ou je me dis, regarde... Quand je regarde tes publications, tu sais, quand je regarde le nombre de commentaires, de réactions, de partages, je me dis, Colin, tout le monde en parle. On va souhaiter. Moi, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Surtout que, ironiquement, j'ai déjà fait une entrevue avec Guillaume Lepage pendant la pandémie. Je l'avais invité sur mon podcast que j'avais sur ma chaîne Facebook. Puis, j'avais dit en joke, tu me relanceras, tu me retourneras l'ascenseur éventuellement, en sachant très bien que c'était plus une blague que d'autres choses. Fait que si jamais ça se fait, je vais commencer avec ça. Ben merci. Mais y a-tu des perches qui ont été tendues, tu penses? Ou, c'est toi qui fais les approches ou c'est ta maison d'édition? J'ai une attachée de presse qui est dédiée à tout faire ça. Fait qu'elle a envoyé mon livre à plein de gens. Je sais qu'il y a un Paul Arcand qui a demandé à avoir une copie de mon livre, ce que j'ai trouvé quand même assez intimidant. Quand j'ai su que Paul Arcand voulait lire mon livre, j'ai fait « Oh, OK! » Mais lui, il fait pas d'entrevue présentement. Tu sais, il a son podcast. Oui, exactement. Fait que, je ne sais pas dans quel contexte, mais quand on m'a juste dit Paul Arcand est intéressé par quand ton même. livre, j'ai trouvé ça très, très, très flatteur. Fait que je sais que ça a été envoyé à beaucoup de gens. Je sais aussi qu'il y a des gens qui m'ont fait des offres que j'ai pas pu accepter parce que c'était en personne pendant la semaine sur certaines heures. Puis je me suis dit, c'est un peu plus compliqué, surtout quand c'est de la radio. De la radio, je me dis, ça peut se faire à distance. Donc, de me déplacer pour faire de la radio, j'ai fait peut-être pas, mais c'est sûr que dès que ça va être des plateaux télé ou des choses, je vais dire un peu plus, je vais dire concrètes, je vais essayer de prendre tout ce qui passe. Pour l'instant, j'ai un truc télé de prévu, mais j'ai aussi des bonnes entrevues de radio. T'sais, Midi Info avec Alec Castonguay, c'est quand même l'émission du midi la plus écoutée au Québec. Donc ça, je me dis, je peux pas refuser ça non plus. Donc, je vais prendre tout ce qui passe, mais je veux pas non plus avoir d'attente. Je veux pas me dire, il faut que je fasse telle émission ou telle émission ou telle émission. Si j'en fais une, ça va déjà être une de plus que je faisais pas. Fait que pour moi, c'est déjà du bonus. Là. C'est vraiment pas pour ça que je l'ai fait, mais je vais prendre tout ce qui passe, ça c'est sûr à 100%. Contrat d'édition, comment ça marche? C'est plus compliqué que je pensais. Première des choses, j'ai appris en signant mes trucs, mon propriétaire de livre, c'est Québécois Média. Donc, quand je travaille pour les Éditions de l'Homme, je travaille pour Pierre-Carl Péladeau parce que... Comment tu vis avec ça? Au début, j'ai eu un questionnement éthique parce que je me suis toujours dit, est-ce que j'ai le goût d'être associé justement aux chroniqueurs médias de Québécois, à Cube Radio, à toutes ces choses-là? Puis je me suis dit, les Éditions de l'Homme, c'est les Éditions de l'Homme. C'est une machine, c'est comme ça. Puis au final, ça change-tu vraiment quelque chose? Est-ce que les gens vont arrêter de te suivre parce que tu es sur Québécois Média? Si c'est le cas,
Il y avait peut-être un petit peu d'appréhension négative que je ne peux pas contrôler, mais pour moi, au début, c'était surtout que ça veut dire que c'est sérieux. Là. C'est pas juste un petit contrat sur un coin de table. C'est très strict, très, très sérieux. J'avais des embargos, j'avais vraiment beaucoup de choses à respecter. Je ne pouvais pas dire ce que je voulais. Je ne pouvais pas non plus approcher qui je voulais parce que là, j'ai des exclusivités qui sont prioritairement à eux. Donc, si demain matin, je voulais prendre mon livre pour en faire, exemple, une série télé, je ne peux pas faire ça demain matin parce que les droits, je les ai vendus finalement. Moi, ce que j'ai accepté, c'est un montant X en vendant les droits de mon livre, puis un pourcentage de chacun des livres vendus. Tu payes, hein? Je peux-tu te poser la question? Je suis très honnête, puis je n'ai pas peur de le dire, c'est 3 piastres par livre. Bon, 10 10 exactement. On m'a donné 5 000 plus un montant. On m'a donné 5 000 pour écrire le livre. On a donné 2 500 à la signature du contrat. On m'a donné 2 500 quand j'ai terminé le livre. Puis ensuite, à chaque année, je vais avoir un chèque sur les 3 $ de livres qui vont être vendus. Combien vous allez en vendre? Il y en a 6 000 d'imprimés. Puis on m'a dit que c'était déjà proche de la réimpression. Donc, il y a quand même un bon buzz qui a l'air à vouloir se faire, mais on dirait que C'est quoi best-seller au Québec? je pense que c'est à peu près ça, 6 000. Si je ne me trompe pas, là, c'est pas beaucoup. Je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Ben oui, Colin. Fait que là, tu serais déjà best-seller. c'est Il n'est même pas encore c'est ce sorti que je au trouve le moment. plus drôle parce qu'il y a des gens qui m'écrivent « Hey, on a commandé 200 pour notre librairie. » 200? Tonton, comment ça, 200? Puis les gens me disent, ben oui, mais les gens le réservent, les gens l'attendent. Je travaillais avec des gens, justement, des ventes chez les éditions de l'Homme, puis ils me disaient, on a mis ton livre en pré-vente. Quand tu l'as annoncé, on a vendu 500 en 24 heures, puis on n'a jamais vu ça. Hein? Les gens précommandent pas ça, des livres, habituellement. Les gens précommandent pas. J'ai jamais précommandé un livre. Ben exactement. T'sais, Pourquoi je le précommanderais? Là, eux, J'attends ils qu'il sont dit, sorte, puis... toi, il y en a 500 qui l'ont précommandé. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'avais fait une publication, puis c'est tout. Fait que la force des médias sociaux. c'est complètement fou. Fait que là, je me suis dit, OK, il y en a au moins 500 de vendus. C'est quand même mieux que rien. Puis je me suis dit, justement, ça, c'est les 500 plus crinqués qui voulaient l'avoir tout de suite. Mais combien il y en a qui vont soit tomber dessus par hasard, qui vont se le faire recommander, qui vont le voir d'une autre façon, ou qui attendent justement d'encourager leur librairie locale, qui vont aller à un endroit spécifique. Puis il y en a aussi qui vont peut-être juste voir la pochette et qui vont se dire « Oh, c'est intéressant » parce que j'ai pas dessiné la pochette, mais j'ai quand même décidé de ce qui allait être dessus. Je me suis dit, je veux que ça soit le plus flash possible, comme un orange d'étiquette de spécial. Quand les gens vont le voir, ça va accrocher l'œil tout de suite. Puis même s'ils me connaissent pas... Il est un peu glossy aussi, Exactement. Il y a un petit espèce de reflet qui se fait dessus que je trouve qui rajoute un petit... Ah non, il est hot. un petit charme. Fait que je me dis, j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Je peux pas faire plus maintenant. Présentement, il appartient aux gens qui vont décider de l'acheter. Puis moi, je vais être reconnaissant. S'il y en a 500 de vendus, ben crème, j'ai vendu 500 livres. Puis je veux dire, c'est quand même très, très cool. Puis s'il y en a 5000, il y en aura 5000. Puis s'il y en a plus, ben là, regarde, tant mieux. C'est-tu le tome 1? L'objectif, c'est que ça soit le tome 1. Parce que j'ai été obligé de faire beaucoup de choix éditoriaux, j'ai pas pu parler de tout ce que je voulais et l'actualité bouge beaucoup. Fait que c'est sûr que pour la maison d'édition, il y a une ouverture certaine pour d'autres tomes. Fait que dans le contrat, c'était pas écrit que tu vas en publier 3, 4, non, 5. j'en publiais un, mais ils ont le droit de regard si je publie autre chose. Peu importe ce que j'écris, je dois leur présenter en premier, obligatoirement. Okay. Ça veut dire que si demain matin, je veux faire une fiction, il faut quand même que je leur présente parce qu'ils ont le premier droit de regard. J'ai aucune idée de ce que je vais faire par la suite. Peut-être que ça va être une idée qui va continuer à germer, mais pour l'instant, j'aime mieux focusser sur celui-là, de bien faire les choses, puis de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je me dis, ça se peut que ça floppe. Je veux dire, je pense que ça va bien aller, mais ça se pourrait que finalement, ça soit très ordinaire, puis qu'ils se disent, finalement, Joe le prof, ça ne nous tente pas d'en signer un deuxième. Donc, allons-y à all-in avec celui-là. On va essayer de le pousser au maximum, voir ce que ça donne. Puis dans 2 ans, 3 ans, on verra. OK. Ça fait une couple de fois que je t'entends dire une fiction, une série. T'as-tu d'autres projets dans la tête que tu aimerais développer? Oui, puis j'ai aussi des gens qui m'approchent. Je me fais proposer beaucoup de choses, des projets de télé, des projets, je vais dire, de toutes sortes. Puis pour l'instant, on dirait que le timing n'est jamais bon. Parce que souvent, ce qu'on me propose, c'est... Faut que tu sois à Montréal. C'est ça que j'allais dire. C'est-tu plus difficile vu que tu es à Rouen? C'est sûr que oui. C'est sûr que si j'étais dans les grands centres, probablement que la question à savoir est-ce que j'étais encore prof se poserait peut-être moins. J'ai l'impression que tu aurais déjà ta tribune. Probablement que j'aurais accepté des choses qui m'ont été offertes, que j'ai trouvé très dur à refuser, mais moi, je suis un Abitibien de cœur, puis j'ai pas le goût d'aller vivre dans les grands centres. Je suis très bien à Rouyn-Noranda, donc je vais faire le plus que je peux en étant ici.
Puis plus tard, peut-être, on verra dans une après-carrière, mais pour l'instant, c'est encore trop compliqué, je pense. Qu'est-ce que tu as refusé? T'es pas obligé de me dire chez qui. Des postes de chroniqueurs. J'ai eu beaucoup de postes de chroniqueurs dans différents médias différents, dans différents médias du Québec. Des postes aussi d'écriture, soit dans des journaux ou dans des blogs quand même assez importants. Mais ce qui a été le plus dur à refuser, ça a été vraiment des postes à la télévision. Donc, moi, qui a toujours voulu faire de la télévision, fait que je me suis dit, s'ils me l'ont offert présentement, ça se peut que ça revienne. Je veux dire, j'ai pas pensé que c'était un non définitif non plus. Puis j'ai toujours dit à tous ceux qui m'ont contacté, en ce moment, ça donne pas, mais je ferme aucune porte. J'ai été rencontré par des maisons de production aussi qui font du documentaire, qui font de la série et qui eux aussi ont un peu fait comme avec les éditions de l'Homme. On t'offrirait une carte blanche si tu veux. Est-ce que ça t'intéresse? Puis je me suis dit, oui, ça m'intéresse, mais pas présentement. Donc, j'ai beaucoup de portes, j'ai beaucoup de liens, j'ai beaucoup de contacts. Pour l'instant, j'ai pas de projet. Là. Je me suis vraiment donné pour le livre. Mais c'est sûr que je vais essayer d'en faire le plus possible avec les opportunités que je vais avoir. Là. Joe le prof, c'est pas mal né sur le web. Mm-hmm. Ça te tente pas d'aller sur le web? Ben c'est sûr que moi, ça serait la première chose que j'aimerais faire. J'ai déjà pensé me faire une chaîne Facebook. C'est ça, le faire de toi-même. J'ai déjà essayé, puis j'ai pas la patience, j'ai pas le temps. Puis on dirait que j'ai pas cette passion-là de faire du montage. Moi, j'aime être branché puis parler. J'aime être devant la caméra puis parler, mais pas de m'occuper de rien qui est technique autour. J'aime beaucoup faire du plug and play. Puis c'est pour ça que quand moi, je fais des vidéos, je fais que des lives. Je me plug, il n'y a pas de montage. C'est très brut, mais en même temps, c'est ce qui me convient le mieux. Fait que ça serait d'avoir des gens qui le font pour moi, oui, mais aussi d'avoir un contexte qui me permet de rester moi-même puis d'être à l'aise dans ce que je fais, de pas, je veux dire, me travestir pour faire quelque chose, finalement, juste pour faire plaisir. Donc, ça serait d'avoir la bonne offre avec le bon média et avec la bonne façon de le présenter. Puis pour l'instant, on dirait que les conditions gagnantes n'étaient pas rassemblées. Je sais pas, c'est parce que je sais où je vais t'amener avec ça, mais t'as jamais pensé utiliser l'intelligence artificielle? Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question si j'avais écrit avec ça, puis je réponds toujours oui, je m'en suis servi. J'ai pas honte de le dire. C'est-à-dire? Je m'en suis servi comme un dictionnaire de synonymes, parce que des fois, il y a des mots qui sont répétitifs. Là, je demandais à chat, trouve-moi des synonymes pour ce mot-là, ou est-ce que ce mot-là est bien écrit? Est-ce que tu pourrais me trouver une autre façon de trouver d'autres mots? Donc, je m'en suis servi comme un outil de référence. J'ai pas fait écrire l'intelligence artificielle de mon texte, mais je m'en suis servi comme un outil, comme on sert de Google, comme on sert de n'importe quel autre moteur de recherche. Puis, oui, ça a été correct, mais j'avais pas l'impression que c'était nécessairement mieux qu'une recherche Google. La seule différence, c'est que c'était plus, je vais dire, rapide, mais je suis pas sûr que nécessairement les réponses étaient meilleures ou étaient plus pertinentes. Donc, je voyais pas la plus-value de vraiment pousser beaucoup à utiliser l'intelligence artificielle autre que comme un simple outil de recherche. Parce que je sais que tu en parles un peu dans ton livre. Là, Puis je le dis dans le livre, justement, ce que je viens de dire là c'est pas un secret, je l'ai dit aussi dans le livre. Puis moi, ce que j'aime pas de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a été averti par la science-fiction des années 90 qu'éventuellement, ça allait causer problème. Je sais pas si vous avez vu passer, mais il commence à y avoir des soldats robots contrôlés par IA dans différents pays, dont en Ukraine, un peu comme dans Terminator. Puis moi, je me dis, mais Arnold, il est rendu vieux un petit peu pour nous sauver si on a des soldats IA qui se révoltent contre nous. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans un drôle de monde présentement, puis qu'on met beaucoup d'espoir sur ça pour révolutionner tout. Puis oui, probablement que ça va révolutionner plein de choses, mais il y a tellement d'aspects aussi qui sont, je vais dire, moralement peut-être discutables ou éthiquement discutables que on dirait que je suis pas sûr que je pourrais embarquer à 100% dans ce bateau-là de l'IA va sauver le monde. J'ai plus l'impression qu'il va nous casser les oreilles un peu plus qu'autre chose. Toi, en tant que prof, l'intelligence artificielle, comment tu deals avec ça? Ben moi, c'est sûr que je fais toujours écrire mes jeunes par papier. Fait que si jamais ils font de la recherche par intelligence artificielle, tant mieux pour eux s'ils ont la mémoire pour le retenir puis l'écrire, mais c'est de retourner au papier-crayon. Ça a été une façon des plus simples que j'ai trouvée justement pour essayer de limiter. Puis en même temps, je me dis, si les jeunes ont trouvé les bonnes façons de chercher sur l'IA puis ont trouvé les bonnes réponses, il y a une méthode quand même là-dedans. Donc au final, j'ai de la misère à dire on devrait interdire l'IA parce que ça apporte quand même une façon de travailler différente. C'est simplement de se dire, il faut juste s'assurer que le jeune soit capable de le maîtriser pour pas juste copier-coller. Je le vois un peu comme la calculatrice. Exactement. C'est une bonne façon de le voir. C'est un outil comme les autres. C'est ça. La calculatrice est là pour t'aider à peut-être faire le calcul un petit peu plus rapidement, puis peut-être un petit peu plus juste. Exactement. Parce que si tu n'as pas les bons prompts ou si tu n'as pas les bonnes questions, tu n'auras pas les bonnes réponses nécessairement. Donc, si tu as posé les bonnes questions pour avoir les réponses que tu me donnes, c'est que tu as compris.
Fait que l'intelligence artificielle est publiée ou elle a écrit quelque chose, elle a écrit ce que tu voulais qu'il écrive. Donc, techniquement, tu aurais pu le faire toi-même. C'est peut-être un peu plus paresseux, mais je peux comprendre l'intérêt. Puis je me dis que des fois, c'est sûr que ça doit aller plus vite. C'est sûr que ça peut te permettre justement de sauver du temps, mais c'est aussi de tomber dans le piège que ça peut devenir une béquille, puis qu'après ça, plus tu t'en sers, plus toi-même, tu vas avoir de la difficulté. Faites le test, écrivez des trucs avec l'IA, puis ensuite, essayez vous-même de réécrire quelque chose par vous-même. C'est plus difficile, parce que justement, on fait juste donner une consigne à la machine, mais après ça, on dirait que notre cerveau devient paresseux. Puis c'est là où ça devient un peu plus touché, on pourrait dire. Est-ce que l'IA va voler la job des profs? J'espère que non, parce que pour les jeunes, je les plaindrais vraiment beaucoup. On dirait que c'est pas quelque chose qui m'inquiète, mais j'ai l'impression qu'on va nous demander de l'utiliser dans certaines choses. On va intégrer probablement l'IA peut-être justement dans l'évaluation ou dans certaines choses, mais je pense pas que demain matin, ChatGPT va donner des cours. Du moins, si c'est le cas, je vais être un peu déprimé parce que je pense pas que ça serait quelque chose pour regarder nos jeunes dans les écoles et les tenir motivés le plus longtemps possible. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait faire pour aider dans ton métier? Moi, ce que j'aime beaucoup de l'intelligence artificielle, c'est correction de français. Je trouve que c'est un outil justement pratique pour ce qui est les langues. Traduire un texte en anglais ou traduire un texte de l'anglais au français, prendre un texte en français puis m'assurer qu'il n'y ait pas de faute. Quand je fais des publications, souvent, je vais utiliser l'IA, pas pour le publier, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de faute de français parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui me dit « T'as oublié un accent à telle place » ou Parce que t'es prof. Exactement. Puis je trouve que ça fait un peu coordonner ma chaussée. Donc, j'ai pas honte de dire que je les corrige avec l'intelligence artificielle. Mais pour moi, ça se limite là parce que je vois pas la pertinence d'aller plus loin. Donc, un traducteur, un correcteur, un dictionnaire de synonymes. Donc, T'en sers-tu pour la correction de tes travaux? non, aucunement. Non? Non, OK. du tout. J'y vais 100% encore avec mes yeux, tant et aussi longtemps que je suis capable de lire leur écriture, parce que des fois, il y en a qui sont un peu plus compliqués. T'es-tu le prof cool que tous les étudiants veulent avoir quand ils arrivent en secondaire 5? Je pense que je suis le prof cool que les parents aimeraient avoir, parce que souvent, les jeunes me disent « Hey, mon père ou ma mère m'a parlé de toi, ça a l'air que t'es drôle, ça a l'air que t'es... » Ouais, mais attends un peu, ils te connaissent, là. La majorité, non, parce qu'ils sont pas sur Facebook. C'est ce que je me suis rendu compte rapidement. Quand j'ai fait ma page pour être proche des jeunes, ils sont pas sur Facebook. C'est leurs parents qui sont sur Facebook. Donc, mon range, moi, c'est du 30-55 ans. C'est des millennials qui me suivent principalement parce que c'est ma génération. Donc, chaque génération a son média social. Présentement, c'est principalement les gens qui sont sur TikTok. Donc, les jeunes, pourquoi t'es pas sur TikTok? C'est pas de ma génération. Il y en a qui disent, je pourrais être sur YouTube. Déjà, ça serait moins pire, mais je me suis rendu compte qu'il y a un écart à ce niveau-là, puis que c'est pas les jeunes qui sont... Il y en a qui me suivent, il y en a beaucoup qui me suivent, mais dans le sens que c'est pas un réflexe naturel parce qu'ils sont sur Facebook depuis toujours. Il y en a beaucoup qui se font un compte Facebook pour suivre qu'est-ce que je fais. Fait que c'est souvent des suggestions de leurs parents. Fait que c'est souvent, ouais, mon père ou mon grand frère ou ma grande sœur m'a dit que... Parce que souvent, eux n'ont aucune idée qui je suis, sauf le gars avec une barbe là, qui enseigne dans l'école. T'sais. À l'inverse, est-ce qu'il y a des parents qui ont fait « Ah non, je le suis sur Facebook et je veux pas qu'il enseigne à mes enfants. » C'est déjà arrivé, mais le problème, c'est que je suis le seul T'es qui enseigne seul. en secondaire 5. Fait qu'ils ont deux options. C'est soit qu'ils vont à une autre école ou qu'ils acceptent que leur enfant soit confronté à des idées différentes. Parce que dans les faits, j'ai jamais forcé personne à penser comme moi. J'ai jamais voulu aussi dire que j'avais la vérité infuse. Moi, je pense avoir des bonnes sources. Je pense avoir une opinion qui est basée sur des faits. Mais j'irai jamais planter un jeune qui pense pas comme moi. J'irai jamais ridiculiser un jeune qui pense pas comme moi. Même qu'à l'inverse, c'est ce que j'aime le plus. Les gens qui me challengent, les jeunes qui me challengent, ça déstabilise, mais ça donne des cours vraiment intéressants. Il y a des fois des jeunes qui le font exprès. Ils vont me dire le contraire. Puis je le sais que c'est probablement juste pour le show, mais ils veulent que je me prononce ou que je me commette sur des choses. Puis là, ça donne des discussions intéressantes. Ça fait réagir les gens. Fait qu'au final... Ça apporte pratiquement les cours le plus le fun. Donc, je veux pas que les gens pensent comme moi. Les gens pensent que je veux juste preacher la bonne nouvelle un peu comme un prédicateur. Mais non, moi, je veux juste simplifier, résumer, essayer de rendre les choses les plus simples possibles. Donner mon opinion, oui, mais je donne pas, dans le fond, des consignes de vérité infuse. Je veux juste susciter la réflexion et la discussion. Puis si jamais ça fonctionne, tant mieux. Mais tu sais, quand on dit que je veux endoctriner des jeunes, les jeunes sont capables de s'endoctriner tout seuls. Souvent, c'est que les parents, ce qu'ils ont peur, c'est que les jeunes pensent différent qu'eux. Les parents ne veulent pas que leurs jeunes soient, je veux dire, un peu plus à gauche qu'eux, un peu plus à droite ou peu importe. Fait que je pense plus que c'est la propre crainte des parents qui est le problème et non ce que moi j'enseigne. Donc,
j'ai pas le contrôle là-dessus. Je sais que j'ai déjà eu des jeunes qui m'ont dit mon père t'haït ou ma mère, elle t'aime pas, mais moi, je t'aime. Fait que je m'en fous. Fait que c'est comme, OK, ben tant mieux, regarde. Puis sinon, puis si jamais ta mère, elle veut me discuter, j'aurais pas de problème. Amène-la à la rencontre de parents, puis souvent, ces parents-là viennent me voir, ils discutent, puis finalement, t'es pas si pire que ça. Ben, merci, tant mieux, ça veut dire que j'ai réussi. Puis la chose que j'ai trouvée la plus drôle, pour te donner une idée à quel point les gens réagissent différemment, il y a eu une année où j'ai parlé de la souveraineté du Québec. Dans le même cours, j'ai expliqué c'était quoi le camp du oui, le camp du non, fédéraliste, souverainiste. À la fin de ce cours-là, j'ai un parent qui m'appelle « Tu as été tellement fédéraliste que là, mon jeune veut voter non au référendum. » Un autre parent qui me dit « Tu as été tellement souverainiste que mon jeune va voter oui au référendum. C'est quoi cette affaire-là? » Sur le même cours. Fait que je me suis dit « Je peux pas être plus neutre que ça. » Ça veut dire que le jeune s'est fait sa propre opinion puis il s'est dit « Ben moi, je suis pour ça. » Ou « Moi, je suis pour ça. » Fait que finalement... Ça arrive souvent que je vis ça à la radio ou sur mes médias sociaux en disant ce que tu penses, puis j'ai même pas donné mon opinion. Exactement, j'ai rapporté un fait. Exactement. Exact. Fait que de ce que tu penses, t'es tellement certain que tout le monde est contre toi que je fais partie de ce groupe-là. Exactement, puis ça, je le vis à tous les jours, puis je pense que je peux comprendre justement ce que tu dis présentement. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peut-être un trouble d'opposition, qui veulent être tout le temps en opposition. J'appelle ça les fans des Bruins de Boston. T'sais, ils sont pour Boston, mais juste parce qu'ils sont contre les Canadiens. T'sais, ils veulent pas prendre pour les Canadiens, fait qu'ils vont être par défaut pour les Bruins, juste pour être à l'opposé des autres. Donc, j'ai l'impression que ces gens-là cherchent la confrontation parce que c'est ça qui fait qu'ils se sentent vivants, qu'ils se sentent exister. Dans les faits, quand tu discutes avec ces gens-là, tu te rends compte que c'est presque un front rendu là, que dans les faits, ils sont pas si pires que ça, mais c'est ce qu'ils mettent de l'avant. Tu as parlé de hockey. C'est quoi tes passions? Es-tu un gars de hockey? J'ai joué au hockey pendant longtemps. J'ai joué jusqu'au midget. Puis j'étais quand même pas si mauvais que ça. J'avais un bon coup de patin, mais j'étais quand même assez fragile. J'ai des blessures aux épaules puis aux genoux, fait que ça m'a ralenti pas mal. J'ai fait beaucoup de rollerblade. J'aimais beaucoup faire du rollerblade. Je faisais du rollerblade de skatepark. J'aimais bien faire des sauts, des trucs comme ça, des half-pipe et compagnie. Puis depuis plusieurs années, ben là, c'est sûr qu'on ralentit avec le temps, avec la famille, la vie, le travail. J'essaie de garder une certaine, paix d'esprit en allant au gym 3-4 fois semaine au moins pour aller me vider l'esprit, pour aller me garder en forme, puis surtout pour essayer de ne pas me ramasser à 50 ans, avoir de la difficulté à marcher, parce que là, ma petite crise à quarantaine, ça a été surtout la remise en forme, je te dirais, depuis les 2 dernières années. Puis sinon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, c'est sûr, mais je suis quelqu'un quand même assez tranquille. Les gens pensent que je suis super énervé, que oui, je suis très hyperactif dans certains moments, mais dans mon petit cocon, je suis quand même quelqu'un de très relax Un peu, là. Relax, mais t'es un métalleux. Ouais, ça c'est une partie de mon passé que les jeunes n'arrivent pas à croire non plus, parce que ça fait quand même presque 15 ans là, que je suis à la retraite, entre gros guillemets. Parce que oui, quand j'ai commencé à enseigner, c'était au même moment où j'avais un groupe de musique métal, justement, où on a enregistré un album, on a fait un vidéoclip. On est même le seul groupe au Québec à avoir été dans le jeu Rock Band. Il n'y a personne d'autre qui peut dire au Québec, j'ai une chanson qui est dans le jeu Rock Band. C'est quoi? C'est une des chansons qu'on a faites qui s'appelle Humanity's Last Hope, qui a été la seule tune québécoise. C'est quoi ton groupe? Ça s'appelait Massive Slavery. Ça n'a pas été très, très long parce qu'on a eu un bon petit buzz, mais pas assez pour en faire carrière. Mais grâce à la magie de l'Internet, les gens de Harmonix qui créaient le jeu Rock Band sont tombés sur une de nos chansons puis ils ont dit « Nous, on veut inventer un deuxième bass drum sur le petit drum de Rock Band. Puis on veut que ce soit votre chanson qui ait les 2 bass drums dessus. » Fait il y a une chanson qui était téléchargeable. C'est malade, ça. C'est une des choses les plus cool que j'ai faites. Puis quand je raconte ça aux gens, j'en dis « Mais comment ça, vous avez fait ça? » Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est le hasard de l'Internet. La chanson est tombée à un endroit. La bonne personne est tombée sur la chanson. Puis il a fallu que tu vendes ta chanson pour ça ou que tu dises « Oui, prenez-la ». C'est la maison de disques qui a géré le reste par la suite. C'est une maison de disques de Toronto qui ont tout géré, mais je pouvais jouer ma propre chanson à Rock Band. C'est malade. C'est une des choses les plus cool que j'ai faites, avec le vidéoclip de la même chanson qui va avec. Mais ça a resté sur les internets. Moi, j'ai continué à faire ma vie, mais il y a un prof de musique à mon école qui, à chaque année, sans me le dire, présente le vidéoclip aux jeunes. Fait que là, les jeunes m'arrivent. On vient de te voir dans un vidéo, on t'a vu. Puis... c'est ce moment-là de l'année. Oh my God, exactement, à chaque année. Puis il me fait rire à chaque fois parce qu'il me le dit jamais. Je vais le faire dans l'année, mais je te dis pas quand. Fait que là, quand je les vois arriver, je le sais. Puis la seule différence, c'est que j'ai pas de barbe dans ce temps-là. Fait que les jeunes sont pas ça. Puis là, ils se rendent compte que j'ai quand même la même face, mais ils n'arrivent pas à croire que c'est moi qui fais ça. Parce que pour eux, oui, j'ai un look particulier, mais
quand ils entendent le cri qui sort de Parce que ce toi, gars-là. J'étais un chanteur, C'est ça. mais avec de gros guillemets encore, parce que je pense plus que c'est du cri que du chantage, mais ça a été une des C'était choses... du métal? Oui, c'était du métal, on va dire même extrême. Là, Extreme metal. oui, exactement. Une bonne coche de plus, mais qui était très politisé, engagé. Il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai continué à faire les paroles que je faisais. C'est un peu aussi ce que Oui? présentement, j'étais très dénonciateur. J'étais déjà très, je vais dire, engagé politiquement, très activiste. Même si les gens ne me comprenaient pas, je me disais, ben, moi, au moins, je sais que ce que je dis, ça reflète la pensée que j'ai. Tu as fait un comeback dernièrement. Là, Oui, on m'a sorti des boulamites parce que ça a été les 100 ans de Rouyn-Noranda. Mais cette année, c'est les 100 ans de Rouen. Puis, on voulu faire un show, justement, hommage à la musique métal parce que Rouyn-Noranda, ça a été pendant longtemps la capitale du métal. Puis, les gars m'ont demandé, hey, attends-tu de venir faire une toune pour les bons souvenirs du bon vieux temps? Puis, ça a vraiment fait du bien. Ça m'avait manqué. Je pensais pas que ça m'avait manqué comme ça. Pas au point de me dire que je recommencerais à faire ça puis à refaire de la musique, mais de reprendre le micro. Il n'y a rien de plus puissant. Tu le sais, moi, en avant d'une foule avec un micro, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant comme façon de parler aux gens. Donc, d'avoir le micro et de le faire juste pendant 5 minutes, ça a été un feeling que je me rappelais pas qui était aussi cool, mais je me suis dit, j'ai pas besoin de plus. J'avais juste besoin de ça pour me dire, OK, c'était comme ça, j'aimais ça, j'aime encore ça, mais j'ai pas besoin de courir après ce rêve-là. C'est une porte qui est fermée. J'ai d'autres projets de toute façon, mais j'ai vraiment aimé ce petit bout-là. Tu as touché un peu à l'humour aussi. Puis tu le dis dans tes publications, souvent, tu en glisses un peu. Dans ton livre, il y a des petites bulles humoristiques aussi. En classe aussi, beaucoup. Ouais. J'ai Puis tu as même été porte-parole du Festival d'humour émergent. Oui, effectivement. Ça aussi, j'ai trouvé ça quand même particulier. Quand il y avait, je pense, c'est Gabriel Les Trois Maisons l'année précédente. Puis là, moi, après, je trouvais ça quand même étrange, mais j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup l'humour. J'ai beaucoup... je me dis que je fais du stand-up à tous les jours, hein, sauf que moi, j'ai 30 jeunes qui n'ont pas payé. Ils sont obligés d'être là. Fait que eux, mes jokes, soient plates ou non, ils vont les entendre pareil. C'est quelque chose que tu aurais aimé faire? Oui, quand même. Puis j'ai eu la chance quand même en 2019-2020 d'être à Juste pour rire devant 15 000 personnes. C'est vrai? On m'a demandé d'aller faire un 7 minutes sur la place des festivals extérieurs. Juste pour rire, le dernier Juste pour rire avant la pandémie. Ouais. Où, dans le fond, je devais aller roaster les ados pendant 7 minutes devant, justement, on disait 15 000 personnes. Puis là, c'est Joe le prof. Joe le prof avec Debbie Lynch White en combo. Fait que j'étais avec Debbie Lynch White qui, dans le fond, elle, me feedait des questions. Puis moi, je punchais sur ce qu'elle disait. Donc, je parlais des différentes catégories d'ados qu'il y avait, mais j'ai vraiment... Qui avait écrit ça? C'est moi qui avais tout écrit. Hein? Ouais. Puis c'est Joël Legendre qui était le producteur. Fait que moi, quand j'étais... C'était l'été, j'étais dans mon salon en train de jouer au Xbox. Là, c'est la voix de Leonardo DiCaprio en français qui m'appelle. mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, il m'explique le projet. Puis je dis, j'ai combien de temps? Tu as une semaine pour te préparer. Parfait. J'ai écrit des choses pendant une semaine. Je les ai envoyées. Il y a un writer qui a repassé dessus. Je suis arrivé avec ça, j'ai fait mon show. Si jamais c'est sur YouTube, là, c'est disponible sur ma chaîne. J'avais mis ça, là, c'est 7-8 minutes. Ça a quand même bien vieilli. Là. J'ai pas honte de dire que j'étais quand même pas si mauvais que ça. Là, T'as-tu une bucket list? Je te dirais que ma bucket list, je la fais au fur et à mesure. J'ai pas de... Mais j'ai l'impression que tu la coches au fur et à mesure. Ouais, mais on dirait que je m'en rends compte en le faisant. Parce que j'ai jamais pensé à long terme dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui se projette vraiment dans l'avenir. Je suis très dans le moment présent. Puis dans le moment présent, justement, j'ai fait de la musique, j'étais 100% dans la musique. Pour ça, j'ai fait un autre truc, j'étais 100% là-dedans. Puis c'est après que je me rends compte que, crime, j'ai une vie quand même assez remplie. Là. Je suis pas déçu, pas en tout, du chemin que j'ai pris, même si au final, je pensais que c'était la fin du monde de ne pas être accepté en ATM à Jonquière. Ça a peut-être été la meilleure chose qui m'est arrivée parce que chaque fois, les choses se sont faites parce que, justement, cet événement-là m'a amené à Rouen. Si j'avais été à Jonquière, j'aurais pas eu la même vie, j'aurais pas eu les mêmes projets. Si j'avais pas été prof, j'aurais pas eu les mêmes projets. Donc, je pense qu'il arrive rien pour rien. Je crois pas au destin. Je suis pas très ésotérique, mais j'ai pas le choix d'avouer que ce qui se passe présentement, c'est le fruit de plusieurs décisions, de plusieurs échecs et réussites qui font que, finalement, j'ai vraiment, tu sais, j'ai juste 42 ans, puis je pense que j'ai vraiment déjà fait beaucoup. Là. Pas pire, hein? Je serais pas déçu. Demain matin, on me dit, tu feras plus rien du reste de ta vie. Je vais ça va avoir été quand même pas pire pareil. Belle ride. Ouais, exactement. T'as-tu des salons du livre? T'as-tu des séances de dédicaces? Hey, tu vas-tu signer des livres? J'en ai 2 de prévus. J'ai une séance. En fait, j'ai un lancement officiel le 9 avril, jeudi le 9, à l'Ivresse, à Rouyn-Noranda.
de 7 à 9, là, j'ai une petite conférence, puis ensuite, je signe des livres. Et ensuite, samedi le 11, je suis ici à Val-d'Or, à la Galerie du Livre, de 13 à 15 heures pour justement signer des dédicaces. Donc, si jamais il y a des gens qui... T'as-tu pensé à ce que tu vas écrire? Souvent, ce que j'écris, c'est les mêmes choses. J'ai des patterns de messages parce que ça peut devenir un peu, je vais dire, redondant. Fait que ce que je fais, c'est que selon la personne, c'est soit je vais faire une blague sur le lien que j'ai avec cette personne-là. Et si je la connais pas, souvent, ça va être une blague sur des raisons pourquoi ils ont acheté le livre. Merci de me supporter. J'espère pas te faire honte. Tu sais, des petits trucs comme ça, juste pour racheter une petite touche humoristique. Parce que j'ai pris le truc en signant des albums de finissant de mes jeunes. Parce que souvent, les jeunes... C'est drôle, c'était une de mes questions. Je me disais, c'est sûr que toi, tu es en secondaire 5, tu signes les albums. J'ai l'impression que c'est la même chose. Fait que c'est justement ce que j'ai pris. Les petits messages d'albums de finissant, je prends un peu le même principe pour signer des livres. Puis jusqu'à maintenant, les gens ont l'air bien contents. Je me suis trouvé une petite signature très simple qui se fait vite. Donc... c'est efficace. Salon du livre? On m'a pas officiellement invité, mais d'après moi, en théorie, celui de Rouen, c'est sûr que oui. J'en ai pas eu d'autres encore, mais en même temps, le livre n'est pas sorti. Fait que je me dis que ça se peut que ça explose par la suite, mais disons qu'il y a de fortes chances que je sois à l'Arena de Val-d'Or au mois de mai. OK. Tu as des projets à part ça? De quoi va avoir l'air ton été cette année? T'as pas de livre à écrire? Pour vrai, je pense que ça va juste être le calme après justement plusieurs années de brouhaha. J'ai pas de projet. C'est ce qui est le plus fun présentement. On dirait que pour la première fois, j'ai juste un canevas blanc. Puis ça fait longtemps que j'ai pas eu ça justement. Fait qu'on dirait que je suis pas pressé de me rembarquer. Je veux prendre le temps de reprendre mon souffle. Ça a été des grosses années justement. Puis probablement aussi focusser un peu plus sur ma vie privée, ma famille et compagnie, pour que, quand l'année scolaire va recommencer en septembre, bien que là, si les projets se présentent, bien que je sois fin prêt et reposé. J'ai l'impression que j'ai du sommeil à reprendre. Oui, j'imagine. On tire à la fin. Y a-tu une question? T'es surpris? Quand même. T'es surpris qu'on soit rendu là? Effectivement. Y a-tu d'autres choses dont tu m'avais dit finalement qu'on boirait pas d'eau. T'avais bien raison. Y a-tu d'autres choses dont tu voulais parler? Puis c'est tout le temps quelque chose que je fais à la fin. Tu sais, je veux pas qu'on se quitte en disant « Colin, on aurait dû parler de ça. » Ben moi, je veux te ramener dans le passé, moi. Moi, je t'ai connu dans le temps d'Abitibi Web. Puis je voulais te ramener là-dessus parce que je trouvais ça quand même drôle que, justement, la fois où j'ai eu le premier contact avec toi, avec ce fameux, je vais dire, le Tinder de l'époque de l'Abitibi. C'est vrai, c'était un site de rencontre. Exactement, un site de rencontre. Puis qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, que je veux dire, t'as eu une carrière, toi aussi, qui a quand même été super impressionnante, puis que t'es la voix de l'Abitibi. On se le cachera pas, tout le monde en Abitibi connaît ta voix. Puis quand tu m'as invité, je l'ai vraiment pris comme un grand honneur, parce que je me suis dit, waouh. Puis ça fait un bout qu'on se parle dire « Hey, on le fait », puis j'attendais le bon timing, puis là, le livre... Je pense que c'était le meilleur timing possible, effectivement. Puis je trouve ça vraiment fun. Merci. C'est moi qui te remercie. Fait que t'as contribué... je sais pas si t'étais abonné VIP. Je m'en rappelle plus, par exemple. Je me rappelle juste que t'étais le porte-parole. C'est ça, ouais. Fait que dans une autre vie, là. C'était avant Facebook, même. Exactement. Ouais. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre. J'espère que c'est pas la dernière. J'espère aussi. J'ai adoré parler avec toi. Je vais te le dire. Là. Moi, merci à tous ceux qui m'ont dit hey, tu devrais faire un podcast avec Joe le prof parce que c'était une maudite bonne idée. J'ai remercié aussi. C'est une bonne idée de m'avoir invité ici. Écoute, moi, j'ai tripé puis je pense, j'ai quasiment le goût de te donner une espèce de free pass, mais si tu veux revenir... Ça me ferait plaisir. Non, tu vois que c'est fluide pas mal notre affaire. Je pense qu'on pourrait parler encore pendant des heures. On n'a pas de carton, pas de feuilles, zéro. Puis on a jasé. Il n'y a pas eu de pré-entrevue avant non plus. J'ai l'impression qu'on s'est déjà parlé plusieurs fois puis qu'on se connaît depuis longtemps. Moi, j'avais l'impression que oui. En fait, puis là, tu me dis... On s'est jamais parlé, à part ça? Ben, peut-être qu'on s'est déjà échangé comme ça sur les réseaux de façon indirecte, mais j'ai pas souvenir qu'on soit déjà assis pour discuter. Mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours parce que, justement, c'est une voix qui a bercé l'Abitibi depuis si longtemps. Tu sais, moi, je te lis. Tu sais, toi, tu m'entends, moi, je te lis. C'est quand même beau, hein? Fait que, c'est ça. C'est du beau travail, je trouve. C'est vraiment cool. C'est cool. Hey, merci vraiment d'être passé. Merci à toi, ça me fait plaisir. D'avoir accepté l'invitation. Bon succès avec le livre. Je suis comme pas trop nerveux pour toi. Puis dis-toi que quand tu vas être assis, tout le monde en parle, je vais te regarder. On verra. D'ici là, vous l'aurez entendu en premier dans Mo pis sa gang. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode-là, Colin, partagez-le. J'aime ça. Puis pour vrai, taguez-moi quand vous partagez parce que j'aime ça le voir puis j'aime ça laisser un petit commentaire. Encore une fois, un gros merci et vivez heureux.